pour comprendre le projet auquel on est confronté, il faut reprendre le concept de guerre hors limite. Donc ça, c'est ce que j'essaye vraiment d'expliquer. C'est un concept qui est vraiment crucial, avec lequel j'espère que vous allez repartir ce soir, parce que l'erreur, c'est de se placer sur le plan politique. Alors, qu'est-ce que c'est que le concept de guerre hors limite? En fait, c'est quelque chose qui a été théorisé par des stratèges chinois à la fin des années 90. En fait, c'est l'idée que la guerre aujourd'hui, en fait, est une guerre différente des guerres anciennes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les guerres conventionnelles ou les guerres de troisième ou quatrième génération. On est dans des guerres dites hybrides ou de cinquième génération. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que en fait, la guerre que vous menez à votre adversaire n'est pas uniquement une guerre comme ce qu'on a eu, ce qu'on voit en Ukraine, par exemple, ou ce qu'on voit pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des mouvements de troupes, des soldats, etc. C'est une guerre qui va se déployer sur différents vecteurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça peut être une guerre donc, qui peut être conventionnelle, militaire, donc c'est ce qu'on voit en Ukraine. Ça peut être aussi une guerre économique, avec des sanctions économiques. Donc ça, c'est ce qui se passe aussi en Ukraine contre la Russie. C'est une guerre qui peut être aussi par le droit. Par exemple, peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, le dollar, les Américains se sont octroyés le droit d'être partie prenante de toutes les transactions financières qui ont lieu en dollars. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commerciez en dollars, vous avez un droit d'ingérence des pouvoirs publics américains dans vos transactions, donc ce qui est utilisé pour faire des sanctions. Vous avez une guerre de l'information, vous avez une guerre cognitive. Donc ça, c'est quelque chose, j'y reviendrai quand on parlera de guerre de l'information, justement. Et ça, c'est très important de comprendre les différents volets de cette guerre. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas que ce projet, ce totalitarisme mondialiste que je viens d'évoquer très rapidement, c'est une véritable guerre qui est menée contre vous. Et ça, c'est important aussi de le comprendre parce qu'une des caractéristiques de la guerre hors limite, c'est de ne pas faire la différence entre les civils et les militaires. C'est-à-dire que quand vous voyez très bien, quand il y a des sanctions économiques, en fait, tout le monde est concerné. Vous avez bien vu ce qui se passe, que ce soit en Russie, que ce soit même avant, quand il y a eu l'Irak, en Irak, vous voyez que même des civils sont victimes de cette guerre. Quand il y a une guerre cognitive, quand il y a une guerre de l'information, on est aussi concerné. Quand il y a, et moi je replace le Covid, par exemple, ce qu'on a vécu avec la pandémie, dans le cadre d'une guerre, de la guerre hors limite, mais cette fois-ci sur le versant de la santé, eh ben, on était tous concernés par cette guerre, aussi bien par la destruction de l'activité économique par les confinements que les conséquences de la vaccination, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est ce concept de guerre et de comprendre tout ce qui nous arrive dans ce biais-là. Et c'est très important parce qu'une des caractéristiques de la guerre hors limite, c'est que votre adversaire ne doit pas avoir conscience que vous lui menez cette guerre. C'est-à-dire que ça, c'est aussi quelque chose qui est différent, c'est que dans les guerres anciennes, il y avait une déclaration de guerre, on vous disait, voilà, on va vous déclarer la guerre. Là, la guerre est déclarée, mais elle n'est pas annoncée. Donc ça, c'est très important, et ça explique que beaucoup de gens aient du mal à comprendre ça, parce qu'ils sont restés dans l'ancien schéma où tout était clair, alors qu'en fait, aujourd'hui, la guerre est différente. Alors, quand je parle de ça, quand je parle de totalitarisme mondialiste, quand je parle de guerre hors limite, on me dit, mais en fait, est-ce qu'il y a un projet derrière ça? Alors, la réponse est oui. Et ça, c'est un premier élément, si on veut avancer rapidement sur le que faire, c'est de comprendre qu'il y a une intentionnalité, il y a une volonté. Et ça, souvent, j'ai constaté dans mes interventions, dans ce que je peux dire, ça bloque beaucoup de gens qui disent « mais c'est pas possible, il ne peut pas y avoir des gens qui ont mis en place ce projet à l'échelle du monde sur la santé, sur l'éducation, sur l'économie, c'est pas possible, ça dépasse les capacités humaines ». Et bien en fait, le travail, et c'est pour ça que je prends la parole et que je fais le travail que je fais, c'est qu'en fait, quand on travaille sérieusement sur ces sujets, on se rend compte qu'il y a un projet et on se rend compte qu'il est porté par une oligarchie, par un certain nombre de personnes. Alors j'ai notamment une citation, alors, dans la dernière conférence que j'avais faite à Grenoble, je vous avais cité la célèbre citation de Rockefeller qui dit « il y a un projet et nous en sommes fiers ». Là, je voudrais vous en donner une autre de James Barbour, qui est quelqu'un sur qui j'ai travaillé récemment. Donc James Barbour qui disait devant le Congrès américain en 1950, « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La question est seulement si nous l'aurons par consentement ou par conquête. » Donc vous voyez, ça a le mérite d'être très clair. Et vous voyez que c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est qu'il y a les deux dimensions. Il y a la conquête, ça c'est ce qui est visible, mais ils étaient déjà dans les années 50, l'idée qu'on peut avoir ce gouvernement mondial par le consentement, c'est-à-dire que les gens vont vouloir ce gouvernement mondial. Et donc, je vous parlais de Warburg, parce que c'est James Warburg, c'est quelqu'un de très intéressant, parce que c'est quelqu'un qu'on retrouve justement dans tous les grands complots du XXe siècle. Parce que James Warburg, c'est le fils de Paul Warburg. Donc Paul Warburg, qui est-il? Paul Warburg, c'est une famille de riches banquiers d'Allemagne, de Hambourg, donc c'est un des plus grands financiers allemands. Alors on le retrouve dans quel complot? C'est littéralement des complots.
Paul Warburg, on le retrouve à la création de la réserve fédérale américaine. Donc, je pense que beaucoup de personnes ici connaissent cette histoire. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il faut que vous sachiez que le dollar, donc je dis bien le dollar, est une monnaie privée. Le dollar, les gens pensent que le dollar est une monnaie qui appartient au gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas vrai. Le dollar est émis par la Fed, la réserve fédérale, qui prête cet argent au Trésor américain, au Treasury, mais la Fed est une institution privée avec des actionnaires, avec un comité de direction avec des actionnaires. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que la monnaie internationale est une monnaie privée. Et ça a été un immense combat pour imposer ça. Ils ont essayé pendant tout le 19e siècle d'arriver à faire cette magouille. Ils ont fini par y arriver en 1913. D'ailleurs, c'est intéressant, je fais une petite parenthèse, c'est Andrew Jackson, qui était un président américain en 1835, qui s'est opposé à la tentative de création d'une réserve fédérale, parce qu'il savait justement que c'était la fin de la souveraineté monétaire américaine, de la jeune Amérique, qui à l'époque avait une cinquantaine d'années. Les États-Unis avaient à peu près une cinquantaine d'années d'existence. Donc Andrew Jackson, est très intéressant de savoir que Andrew Jackson était le président dont Trump avait mis le portrait dans le bureau ovale. Et en général, les présidents ont tendance à faire ça, ils mettent un portrait de quelqu'un pour donner une espèce de coloration politique à leur mandat. Et donc c'est pas un hasard si Donald Trump a mis Andrew Jackson, qui était un grand résistant au projet mondialiste sur le plan financier, a mis son portrait dans son bureau avec Abraham Lincoln. Et donc, ce fameux Paul Warburg, donc déjà ça c'est énorme, il est derrière le complot de la Réserve fédérale. Si vous voulez creuser, il y a un excellent livre d'Estas Mullins, qui est un historien et un spécialiste de ces sujets américains, qui a écrit Le complot de la Réserve fédérale ou l'histoire de la Réserve fédérale, si vous voulez avoir toutes les sources sur ce que je suis en train de vous dire. Paul Warburg, on le retrouve également quelques années plus tard, en 1917, alors j'espère que vous êtes bien assis sur vos chaises, avec le financement de la révolution bolchevique. Ça, c'est l'historien Anthony Sutton qui a expliqué, qui a écrit un livre remarquable que je vous conseille, qui s'appelle Wall Street et le financement de la révolution bolchevique. Et en fait, on découvre, et ça c'est quelque chose qui est sciant pour beaucoup de gens de gauche, qu'en fait les bolcheviks, Lénine, Trotsky, ont été financés par les grandes puissances financières de Wall Street. Et ça, c'est pas du complotisme. On a toutes les sources, on a les télégrammes du département d'État, on a les virements bancaires qui ont été faits. Enfin, Sutton donne tout ça. Il a été fouillé dans les archives de l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Ça, c'était en 1915-1917. Et peu de gens le savent, c'est avant d'aller faire la révolution bolchevique à Saint-Pétersbourg, parce qu'à l'époque, le siège était à Saint-Pétersbourg, Trotsky a passé plusieurs mois, je crois 6 mois, à New York, où il a fait le tour de tous les grands financiers de Wall Street. Donc la prochaine fois que vous rencontrez un trotskiste, et je sais qu'il y en a beaucoup à Grenoble, allez leur dire qu'est-ce qu'ils savent que la révolution bolchevique a été financée par les grandes puissances financières de Wall Street, notamment Kuhn and Loeb avec Jacob Schiff notamment. Et donc pour terminer le tableau, vous allez voir là, est-ce que vous êtes encore bien assis, 20 ans plus tard, le même Paul Warburg va financer les nazis. Il va financer les partis nazis. Et il y a encore ce livre d'Anthony Sutton, mais ça, c'est des choses qui sont plus connues. Autant Wall Street et les bolcheviks, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Le financement de Wall Street, du parti nazi par Wall Street, c'est aussi quelque chose qui est... Enfin, beaucoup de gens ont travaillé, il n'y a pas que Sutton. Et donc, ce qu'explique Sutton, c'est que, et là encore, il donne les virements, il apporte la preuve que les grandes sociétés américaines ont financé les nazis. Donc, c'est assez fascinant. Vous avez la même personne dont le fils dit « nous aurons un gouvernement mondial », et vous avez le père qui finance la réserve, qui crée la réserve fédérale, donc qui met la politique des Américains, enfin la politique monétaire des États-Unis sous contrôle privé, qui finance les bolcheviks et qui après finance les nazis. Donc ça c'est assez intéressant. Et si vous voulez creuser, aller même plus loin, il y a quelqu'un de remarquable qui s'appelait Pierre de Villemarais, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Qui connaît Pierre de Villemarais? Non, personne? En fait, Pierre de Villemarais, c'était quelqu'un qui travaillait dans les services secrets français et qui a consacré la dernière partie de cette carrière à réinformer justement sur ces sujets. Et il y a une interview que vous pouvez trouver facilement sur YouTube, que j'ai postée souvent sur les réseaux sociaux. En fait, il explique que donc il était avec ses collègues dans les années 70 à Davos, parce qu'il y avait déjà Davos, il y avait déjà le forum économique de Davos. Et en fait, il voyait des agents américains et des agents soviétiques qui allaient discuter et négocier à Davos. Donc lui, il a compris en voyant ça, et ils écoutaient les conversations, etc. Ils faisaient un travail d'espionnage de services secrets. Ils ont compris qu'en fait, la guerre froide était un truc bidon. C'est-à-dire que les deux camps, en fait, donnaient une apparence d'opposition. En fait, c'était une opposition factice. Et ça, en fait, quand vous creusez cette piste-là, vous vous rendez compte que c'est vrai. Par exemple, l'Union soviétique aurait pu s'effondrer, notamment dans les années 70, et elle a été sauvée par des prêts américains et par des envois de blé en URSS. Et donc, quand on vous raconte toutes les salades, et je reviendrai sur d'autres salades, un peu plus que c'est le peuple qui s'est révolté, qui a fait tomber le mur, etc. Tout ça, c'est des foutaises.
En fait, l'Union soviétique est tombée quand des gens ont décidé qu'elle devrait tomber. Et donc ces gens-là sont justement des gens comme la famille Warburg, qui, je viens de vous le dresser en 10 minutes, est une des puissances derrière cette oligarchie qui contrôle réellement les événements. Donc ils ne sont pas les seuls. Les Warburg sont quelqu'un de très important. Il y a les Rothschild, bien sûr, qui sont les plus connus, alors qui sont une des grandes puissances financières derrière tout ça, et derrière notamment le contrôle des banques centrales, parce que la puissance des Rothschild vient du fait que c'est eux qui ont inventé le concept de banque centrale. C'est-à-dire que ce qu'ont inventé les Rothschild, c'est de dire, en gros, vous allez nous donner un monopole sur la monnaie, et nous, on va vous prêter de l'argent. Et en fait, c'est un accord qu'ils ont eu avec les puissances, alors ça remonte déjà avant même la Révolution française, et ce qui est toujours fascinant, et je vous en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des révolutions de couleur, c'est que dès que les Rothschild prennent le contrôle d'un pays, la deuxième chose qu'ils font, déjà ils font tomber le gouvernement en place, et la deuxième chose qu'ils font, c'est créer une banque centrale. Et donc la première banque centrale, elle est créée en 1694 à Londres, c'est la Banque d'Angleterre, donc là encore une banque privée, en dépit du titre, parce qu'il faut toujours savoir qu'ils font comme ça, ils mettent un titre qui a l'air officiel. Mais en fait, derrière, c'est privé. Donc la Banque d'Angleterre n'est pas une banque publique, c'est une banque privée. Et après, ils font la même chose en 1804 avec Napoléon en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc il y a les Rothschild, il y a les Rockefeller, il y en a beaucoup d'autres. Je donne souvent l'exemple de la famille Wallenberg en Suède, qui n'est pas connue. Et ça m'avait amusé parce que quand j'avais travaillé sur la famille Wallenberg, j'avais découvert que c'était dans les années, je crois, 80, à la fin des années 80, il y avait 40% de la population active de Suède qui travaillait directement ou indirectement pour la famille Wallenberg. C'est-à-dire une famille, il y avait 40% des gens à travers les entreprises qui détenaient, les holdings, etc. En fait, 40% de la population active suédoise travaillait pour eux, en fait, en réalité. Quelle année ? À la fin des années 80, je ne veux dire. Si vous voulez, donc j'ai découvert ça, et quand vous enlevez la part de ce qui est le service public, en fait, vous vous rendez compte, c'est colossal. C'est-à-dire, si vous enlevez tous les employés du secteur public qui est important en Suède, vous avez quelque chose d'énorme. Donc, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Et ce qui est important, et ça, c'est une nouveauté quand on parle de ce sujet, c'est qu'avec ces grandes familles, donc ces grandes dynasties, en fait, qui dans les faits ont remplacé les grandes dynasties princières ou de l'ancien régime de la noblesse, c'est que ces grandes familles, si vous voulez, cherchent à cacher leur pouvoir. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que quand vous voyez autrefois les rois, etc., par exemple, quand vous avez la découverte des Amériques ou de la colonisation, des grands voyages de découverte du Nouveau Monde, l'Amérique, de l'Océanie, Australie, la Polynésie, etc., la première chose qu'on fait, c'est on plante son drapeau. On plante son drapeau, on dit, voilà, ça appartient au roi de France, ça appartient au roi d'Angleterre, ça appartient au roi d'Espagne, etc. Il y a une visibilité du pouvoir. La différence avec ces grandes familles, c'est qu'elles cachent leur pouvoir. Elles vont cacher la réalité de leur pouvoir. Quand vous avez la prise de contrôle de la monnaie des États-Unis par les Warburg, vous n'avez pas M. Warburg qui plante son drapeau et qui dit maintenant les États-Unis, ça m'appartient. Quand il y a le pouvoir des Rothschild en France, M. Rothschild ne plante pas son drapeau en disant maintenant la France m'appartient. Et pourtant, c'est la réalité. Quand vous travaillez, vous vous rendez compte que c'est vrai. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'ils sont extrêmement intelligents. Ils ont compris qu'un pouvoir qui est visible, c'est un pouvoir qui peut être contesté. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, quand il y a eu la Révolution française, tout le monde savait que le roi se trouvait à Versailles. Quand il y a eu dans les provinces, tout le monde savait où monsieur le comte vivait, où monsieur le duc, tout le monde savait, on pouvait les trouver, on pouvait aller les chercher. Et c'est ce qu'on a été faire. On a été chercher, les révolutionnaires ont été chercher le roi à Versailles et l'ont ramené. Quand vous avez un pouvoir qui est invisible, déjà, on ne peut pas le contester. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui concentrent leur colère, par exemple, sur Emmanuel Macron, sur, je ne sais pas, le Premier ministre, ou même sur des gens comme Soros, comme Schwab, qui sont des figures visibles. Mais en fait, les gens qui détiennent le pouvoir, vous ne les connaissez pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a dans cette salle un membre de la famille Warburg, de la famille Rockefeller, il est peut-être assis parmi nous, vous ne savez pas qui c'est. Vous ne le connaîtriez pas, alors que si vous aviez M. Macron qui était présent dans cette salle, vous le reconnaîtriez. Donc, vous comprenez l'intérêt d'avoir un pouvoir qui est caché et qui est dissimulé derrière des paradis fiscaux, derrière des trusts, etc. C'est la garantie que ce pouvoir, vous ne pouvez pas le combattre. Et vous savez, il y a une très belle phrase qui est dans un film de Visconti qui s'appelle Le Guépard, qui date des années 60, où à un moment, il y a un personnage qui dit « Il faut que tout change pour que les choses restent les mêmes ». Et ben en fait, avec ces dynasties, c'est ça. C'est-à-dire qu'on change les pions, on change le pion qui est le fusible, donc le président, le premier ministre, etc. Mais les gens
qui sont les donneurs d'ordre, qui sont les marionnettistes derrière les marionnettes, eux, ils restent. Je vais vous donner un exemple en France, c'est M. Attali. M. Attali, il est là depuis Mitterrand. Il conseillait Mitterrand, après il conseillait Chirac, après il conseillait Sarkozy, après il conseillait... on le retrouve derrière Emmanuel Macron, il dit Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai créé, c'est même moi qui l'ai inventé. Il dit ça dans une citation, ça date d'il y a quelques années, on peut retrouver la source. Il dit ça, et donc il est présent partout. Alors quand il n'est pas au pouvoir, il est dans des commissions, commissions pour la croissance, etc. Enfin, il a l'oreille du pouvoir. Et donc les présidents changent, les présidents passent, mais M. Attali est toujours là, il est inamovible. Donc ça, vous comprenez, c'est ça la source de leur pouvoir, c'est qu'il y a le paravent qui est la politique, mais vous avez le pouvoir réel. Et ça, c'est ce que je voudrais vraiment que vous reteniez de cette première partie de conférence, c'est ça. C'est de comprendre qu'il y a ce pouvoir-là, qui est un pouvoir qui est derrière le pouvoir visible. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là font tout pour effacer leurs traces. C'est-à-dire qu'ils déploient des moyens absolument considérables, que ce soit les fact-checkers, que ce soit les médias, pour vous cacher ce que je suis en train de vous dire et de vous dire c'est du complotisme. Alors il y a des gens qui font le travail, il y a des gens qui vont fouiner, qui font comme Anthony Sutton, qui font comme Carol Kingley, qui font comme Estas Mullins, qui vont creuser, qui vont regarder. Alors bien sûr, vous n'en avez jamais entendu parler, vous les étudiez encore moins à l'université, etc. Et ce sont des gens comme moi qui font ce travail hors de tout circuit, qui vont chercher ça. Et surtout, tout à l'heure, je vous parlais de Pierre de Villemarais. Moi, ce que j'ai découvert en travaillant sur le mondialisme, c'est que les gens qui ont été les premiers informés de ça, c'est les gens qui travaillent dans le renseignement. Parce que les gens qui travaillent dans le renseignement, ils ont des dossiers, ils vont creuser, ils peuvent faire des écoutes, ils ont des moyens que les gens n'ont pas. Et l'erreur qui est faite par beaucoup de gens qui travaillent, on va dire, qui se soucient de politique, qui se soucient de résistance, c'est de s'appuyer sur des sources, par exemple des sources historiques, des travaux d'historiens ou d'universitaires, qui font qu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'information, parce que l'information est cachée. Et c'est pour ça que toutes les sources en fait, qu'on a, ce sont des gens qui souvent, qui l'ont payé de leur carrière, ont été fouinés dans les archives, là on ne voulait pas qu'ils fouinent, ou c'est des gens qui étaient dans les services secrets, qui ont vu des choses qui les ont tellement choqués, qu'une fois à la retraite, ou alors ils ont quitté comme Pierre de Villemarais, et ils ont consacré leur vie à révéler ces informations. Et moi, c'est le travail que j'ai fait aujourd'hui. Moi, je suis venu sur le tard sur ces sujets. En fait, je suis venu à découvrir tout ce que je suis en train de vous raconter ce soir en déroulant la pelote. C'est-à-dire, j'ai commencé à me dire, tiens, il y a un truc bizarre. Le coût, par exemple, de l'histoire de la réserve fédérale, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier très facilement. Moi, j'ai découvert ça. J'ai fait des années d'études d'économie. J'ai une licence d'économie. J'ai fait un master de grandes écoles. On m'a jamais expliqué ça. On m'a jamais expliquer comment fonctionnait le dollar et quel type qui était derrière le dollar, etc. C'est des choses qu'on ne vous dit pas. Et en fait, vous pouvez faire toute votre scolarité sans jamais entendre parler de ça, alors que pourtant, c'est votre métier. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui sont volontairement cachées. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs étapes. Là, peut-être pour certains d'entre vous, c'est déjà des choses qui sont un peu complexes à assimiler, en tout cas des découvertes. On passe par plusieurs phases. Il y a des gens qui diront « mais non, ça n'est pas possible, ça n'existe pas, c'est du complotisme, c'est des exagérations, etc., c'est des manipulations ». Je vous laisserai juger, je vous ai donné des références, si vous voulez creuser, il y a tous les éléments dans mes livres. Ensuite, ça c'est la première étape, c'est le déni. Après, il y a une étape, c'est des gens qui vous disent « mais attendez, si ce que vous dites est vrai, c'est incroyable, c'est titanesque, c'est des gens qui ont un pouvoir colossal, ne serait-ce que de contrôler le dollar, de contrôler la création monétaire, ça leur donne un pouvoir considérable. Donc on ne peut rien faire. On est impuissant, c'est des gens, si ce que vous dites est vrai, qu'ils arrivent à mettre des présidents, à les bouger comme des pions, etc. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces gens-là? On n'a aucune chance. Ça, c'est vrai, c'est en partie vrai, mais c'est aussi une chose qu'on doit savoir, c'est qu'en fait, ces gens-là ont des faiblesses, ils ont des failles. Et quelles sont ces failles? Et c'est ça qui ouvre sur ce que je vais vous expliquer ce soir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Leurs failles, elles sont dans un certain nombre. Déjà, c'est que c'est une petite minorité. Ce sont des gens qui sont très influents, qui sont très puissants, mais qui, à l'échelle de la population, représentent, à l'échelle d'un pays comme la France, c'est quelques milliers de personnes, peut-être même, allez, si on compte le cercle élargi de leurs lieutenants, etc., c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Si vous regardez, je ne sais pas si certains d'entre vous lisent la revue Faits et Documents, par exemple. Faits et Documents, c'est une revue qui, depuis... ça, si vous vous intéressez à la politique, je vous conseille vraiment de vous pencher sur Faits et Documents, parce que Faits et Documents, en fait, fait depuis des décennies la cartographie de cette oligarchie. C'est-à-dire c'est un travail de recherche avec des informations, et il cartographie les réseaux de pouvoir en France. Et donc, ce qui est assez fascinant quand vous lisez Faits et Documents, vraiment, c'est lu partout, dans tous les ministères. Je connais un peu le rédacteur de Faits et Documents, il me dit que ses meilleurs clients, c'est le ministère de l'Intérieur, ou les services, parce que le travail qu'il fait, ça leur est très utile,
parce qu'ils font un travail vraiment ils regardent, ils épluchent par exemple les sociétés. Vous savez, vous allez sur société.com, vous avez à qui appartiennent les sociétés. Donc ils épluchent ça pour voir qui a des parts, etc. La généalogie pour savoir qui est le fils de qui est l'oncle, le cousin, etc. Et en fait, quand vous lisez ces documents, vous vous rendez compte que c'est un réseau de gens qui sont une coterie, et c'est presque des dynasties familiales, quoi. Et vous voyez qu'en fait, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc en fait, il y a une minorité, c'est vraiment une espèce de nouvelle aristocratie, en fait, en réalité. Donc ils sont d'un petit nombre. Et surtout, étant un petit nombre, ils ont besoin d'éléments pour vous contrôler, pour nous contrôler. Et donc, qu'est-ce qu'ils utilisent? Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans la première partie, enfin la fin de la première partie de cette conférence. Ils utilisent en fait ce que j'appelle l'empire du mensonge, c'est-à-dire la manipulation et les médias de masse. Ça, je vais y revenir dans quelques instants, mais la première chose que vous devez comprendre, c'est que les médias et même le contrôle du récit médiatique, de la culture de manière générale, c'est l'outil dont ils ont besoin pour vous contrôler. Et une fois que vous avez compris ça, déjà une fois que vous avez compris qu'ils vous mènent une guerre, et une fois que vous avez compris qu'ils utilisent le système médiatique pour vous contrôler, en fait, vous avez déjà entamé une bonne partie de leur pouvoir. Mais c'est extrêmement puissant, hein. Je veux dire, là, je le dis, ça a l'air simple, mais sortir de ça, sortir du conditionnement, sortir du mensonge, c'est extrêmement compliqué. Ça demande beaucoup de travail. Moi, je prends toujours la métaphore, pour ceux qui connaissent, vous savez, du film Matrix. Je ne sais pas si vous connaissez, les plus jeunes peut-être ne connaissent pas, le film Matrix, qui est sorti dans les années 80, à la fin des années 90, il y a l'agent Smith. En fait, l'agent Smith, quand vous êtes connecté à la matrice, il a la capacité de s'incarner dans n'importe quelle personne. Mais en fait, la puissance de cette oligarchie, c'est ça. C'est-à-dire que dès que, par exemple, vous avez quelqu'un, vous parlez, je ne sais pas, du Covid, de l'Ukraine, je sais pas, de la politique qui va vous sortir extrême droite, complotiste, mais en fait, je dis ça, c'est l'agent Smith qui s'est branché et hop, qui parle à la bouche de la personne. Et en fait, les gens reprennent les éléments de langage qu'ils entendent sur BFM, qu'ils entendent dans les médias de masse, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils se sont forgés une opinion, mais en fait, ils reprennent juste des éléments pré-mâchés qu'on leur a donnés. Et ça, donc, c'est l'agent Smith, c'est l'agent du système qui parle. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et ça, c'est la guerre cognitive. Je vous parlais tout à l'heure de la guerre hors limite, de la guerre cognitive. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a une phrase de James Gordiano, qui est un professeur à l'équivalent du Saint-Cyr américain, qui dit « Le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle ». Donc l'objectif, c'est de prendre le contrôle du cerveau des gens à travers justement la propagande, à travers les récits médiatiques, à travers un ensemble de facteurs. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et ce qui est également important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un combat qui est en train de se mener. C'est-à-dire que le projet mondialiste, je vous l'ai dit il y a quelques instants, James Barrow disait il y aura un gouvernement mondial. Donc ça veut dire qu'il faut que tous les États du monde tombent sous le contrôle. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et notamment les Russes, les Chinois, il y a les patriotes américains, et tous ces gens-là résistent à ce projet de nouvel ordre mondial. Et donc ça ouvre une brèche pour les gens comme en France, comme nous, qui sommes des résistants, qui avons envie de nous battre. Et alors il faut toujours écouter ce que dit notamment Vladimir Poutine. J'en parlais tout à l'heure avec M. Blanco. Il y a une citation incroyable que Vladimir Poutine a dit il y a 2 jours. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendue. Elle n'est pas passée sur BFM, je vous rassure. Vladimir Poutine a dit, il donnait une interview parce qu'en ce moment il y a les élections en Russie, donc il faisait un peu un entretien pour faire un peu le point sur où la Russie en était. Et il a dit cette chose incroyable. Il a dit, et en parlant, il disait cette élite occidentale, cela fait des siècles qui se gorgent de sang humain, de chair humaine, pardon, ça fait des siècles qui se gorgent de chair humaine et qui s'en mettent plein les poches, mais le bal des vampires touche à sa fin. Vous vous rendez compte, et comme je l'ai souligné, le choix des mots est extrêmement important. Il sait exactement de quoi il parle. Quand il dit « le bal des vampires touche à sa fin », il sait très bien ce qu'il veut dire. Il n'a pas choisi ces mots-là au hasard. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a une véritable offensive qui est en cours. Et ce que je voudrais vous expliquer ce soir dans « Qu'est-ce qu'on peut faire ?», c'est de voir qu'il y a 2 choses qui sont en train de se coordonner. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en train de se battre par le haut, et nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se battre par le bas. Et en fait, chacun est dans sa dimension. Il y a une dimension qui va nous échapper, qui est celle de la grande politique et des choses géopolitiques à très haut niveau auxquelles on n'a pas accès. Même moi qui travaille à temps complet là-dessus, je ne suis pas dans le secret des dieux et c'est du secret défense, donc on ne peut pas le savoir. Et vous avez les gens comme nous, on peut agir sur le terrain et on peut agir notamment dans notre environnement immédiat. Et donc c'est ça que je vais vous expliquer dans cette seconde partie, c'est justement qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, vous présent aujourd'hui ce soir, avec vos propres moyens. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'on est dans une guerre de l'information. Donc ça, je pense que je
je l'ai détaillé justement de l'importance dans la guerre hors limite, donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'important, dans cette guerre de l'information, c'est d'avoir la vision d'ensemble. Ça, c'est très important. C'est de comprendre la cohérence du projet mondialiste. Et en fait, je pense que si vous êtes ici ce soir, chacun d'entre vous peut-être est venu par un bout. Par exemple, ici, on est dans un cercle plutôt souverainiste, donc il y a peut-être des gens qui ont compris le problème avec l'Union européenne. Il y a peut-être des gens, moi je suis souvent invité par des gens qui ont compris ce qui se passait au niveau de la santé, du vaccin, du Covid. Il y a des gens qui sont plutôt sur la pédocriminalité, justement, tout ce qu'on essaye de faire aux enfants. Il y a des gens, c'est la corruption de nos élites. En fait, chacun, il vient par un bout, mais ce qui est important, c'est de comprendre en fait comment tout ça est cohérent. C'est-à-dire le projet de dépopulation, le projet de transhumanisme, le projet de surveillance généralisée, les réseaux pédocriminels, en fait, tout ça, en fait, forme en fait une idéologie cohérente. Alors, je ne vais pas le développer, c'est un peu ce que j'avais fait dans la précédente conférence. Donc là, je vais plutôt être dans le que faire, mais il faut bien comprendre qu'il y a une vraie cohérence et c'est important de se former sur ce sujet. Donc là, ce soir, justement, je vous ai donné quelques éléments. Et moi, il y a une citation d'Abraham Lincoln, donc le président américain que j'aime beaucoup. Il disait « Si j'ai 6 heures pour couper un arbre, ben, je vais passer les 4 premières à aiguiser ma hache. » Et donc, si vous voulez combattre le mondialisme, il faut passer le temps pour aiguiser votre hache. Il ne faut pas vous jeter dans le militantisme sans avoir bien compris le projet mondialiste dans sa totalité. Moi, je vais vous raconter une anecdote. C'était amusant, hein, je dis ça vraiment gentiment. J'étais dans un repas il y a quelque temps avec une dame, puis on l'avait mis à côté de moi, et puis elle m'a dit « Ah, j'écoute ce que vous faites, c'est formidable. Moi, j'ai vraiment tout compris à ce que vous dites sur le mondialisme. Avec le Covid, j'ai tout compris, etc. » Et alors moi, ça m'a fait un peu rigoler parce que je lui dis, mais d'accord, c'est très bien, mais est-ce que vous connaissez tel sujet, et je rentre exprès dans des trucs un peu poussés. Et là, elle me regarde, mais elle me dit, mais vous êtes un complotiste, en fait. Et en fait, c'était rigolo parce que cette dame, elle était de bonne foi, elle était très sympathique, elle était convaincue qu'avec le Covid, voilà, elle avait compris l'ampleur du projet. Et en fait, ce que j'ai essayé de lui faire passer, c'est qu'en fait, elle avait vu 10% du projet global. Et en fait, c'est important de voir ça. Alors, j'ai conscience qu'on ne peut pas passer son temps comme moi je le fais à travailler sur ces sujets, à les traiter à fond. C'est pour ça que justement, dans mes livres, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de donner une synthèse. Et vous pouvez assez facilement, en choisissant bien vos lectures, avoir une vision d'ensemble, avoir les grandes lignes. Vous ne deviendrez peut-être pas un spécialiste, mais en tout cas, vous aurez les grandes lignes de force. Et surtout, il faut avoir conscience qu'en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a des auteurs de grande qualité. On a vraiment des gens qui font un boulot absolument formidable, que ce soit sur les questions de souveraineté, Frexit, etc., sur l'ingénierie sociale, sur la dimension spirituelle, sur le droit. Enfin, on a vraiment des pointures dans leur domaine. Et donc, en tant que Français, vous seriez allemand ou hollandais, vous n'auriez pas accès à tout ça, alors que les problèmes se posent de la même manière, puisque c'est un projet global. Donc nous, en France, on a la chance d'avoir des gens vraiment de pointe qui travaillent sur ces sujets et qui sont accessibles, qui peuvent être lus. Leurs livres peuvent se commander facilement. Moi, je fais cette synthèse notamment dans les essais, mais il y a toute une bibliographie à la fin, si vous voulez creuser. Il y a vraiment des références pour chaque thème que je traite, justement de gens qui m'ont beaucoup appris et avec lesquels je me suis formé. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment comprendre la dimension globale. Ensuite, c'est l'information. Alors, je pense que ça, je ne vais peut-être pas vous l'apprendre, c'est les médias vous mentent. Les médias vous mentent, mais ils vous mentent totalement. C'est-à-dire qu'ils vous racontent n'importe quoi sur à peu près tous les sujets. Là, quand je viens faire les conférences, c'est le seul moment où je m'inflige les médias de masse dans la voiture en écoutant France Info, France Inter. C'est un vrai festival. Vraiment, je me dis, mais les gens qui écoutent ça au quotidien et sans le filtre, sans avoir le recul de ce qu'on sait quand on a travaillé là-dessus, je veux dire, vous comprenez pourquoi ils sont vraiment dans la matrice. Et je dis ça sans arrogance ou sans mépris. C'est-à-dire que c'est un système, et je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'opération Mockingbird ? Qui a déjà entendu parler de l'opération Mockingbird ? Ouais, quelques personnes. L'opération Mockingbird, c'est une opération de la CIA qui a été menée dans les années 50, qui visait justement à faire des journalistes des agents de la CIA. Et quand vous travaillez sur ces sujets-là, vous vous rendez compte que les grandes universités, alors aux États-Unis, c'est Yale ou Princeton. Vous avez Columbia, exactement. Ouais. Vous avez à Londres, c'est Oxford, Cambridge, King's College, etc. En fait, ce sont des filières. Les filières de formation des espions sont les mêmes que celles de formation des journalistes. Donc, vous avez vraiment, en fait, il faut vraiment voir les journalistes comme des agents du système
qui sont là pour... Il y a quelqu'un qui a fait ça, vous pouvez trouver, je crois, un ancien journaliste repenti qui disait ça, qui disait oui, on était en contact étroit avec la CIA et tous les jours, on reçoit notre briefing et on sait ce qu'on doit dire à l'antenne. En fait, les journalistes, ils lisent un script. C'est pas des gens qui font un travail vraiment de recherche, d'investigation. En fait, c'est des gens, ils se lèvent le matin, ils reçoivent un briefing, on leur dit voilà, tu vas dire ça, les éléments de langage, ça sera ça, 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 et ils déroulent. Ils déroulent et ils lisent le script. Il faut vraiment comprendre que ça se fonctionne de la même manière avec les députés. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient députés, notamment Martine Venner, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, qui était dans le parti d'Emmanuel Macron, donc LREM, et qui en est sortie, parce qu'elle m'a dit, c'est une ancienne psychiatre, elle a dit c'est une secte, j'emploie ses propres mots, et après elle s'est mise encore plus en porte-à-faux avec la crise sanitaire. Elle nous disait, c'est ça, on reçoit le matin par SMS, voilà ce qu'on doit dire. Et si on est invité dans un journal ou dans une émission de radio, on a la liste des mots qu'on doit employer. Donc c'est comme ça que ça marche en réalité. Je veux dire, ne croyez pas que nos députés réfléchissent, votent, etc. Ce sont des soldats, des bons petits soldats qui font ce qu'on leur dit de faire. Et tous ceux qui sortent du cadre se font sanctionner. Ça, c'est la réalité. Et les sénateurs ? Alors les sénateurs, il y a un peu plus de voix un peu dissidentes. On l'a vu notamment avec les votes récents. Mais voilà, mais en fait, c'est à peu près c'est à peu près le même fonctionnement. Déjà, quand vous êtes dans un appareil de parti, c'est ça. Et la plupart des gens qui ont une certaine liberté, c'est des gens qui sont hors parti. Martine Venner en était sortie. Il y a Stéphane Ravier chez les sénateurs qui se distingue un peu. Il y a, comment il s'appelle, Alain Houpert qui s'est distingué. Enfin voilà, c'est des gens qui sont à la marge, au sein en tout cas même de leurs appareils. Et on se demande toujours s'ils ne vont pas se faire dégager à chaque élection, ils sont un peu sur la sellette. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et pour terminer cette partie, je voudrais vous donner quelques éléments, en fait 4 grands concepts qui vont vous armer. Vraiment, là, on est dans le que faire, on est toujours dans la guerre de l'information. Avec ces 4 concepts-là, vous êtes armés pour résister à la propagande. Alors, dans la précédente conférence, j'en avais développé 2 ou 3. Là, je vais pas les reprendre parce que ça alourdirait trop. Donc, il y avait un principe qui était l'infiltration. C'est le fait que les sociétés sont infiltrées. C'est l'infiltration plutôt que l'invasion. Donc, ça, c'est une méthode. C'est ce que je vous expliquais. C'est comme la guerre hors limite. C'est en fait, on n'est plus visible, on est caché. On va infiltrer le système plutôt que de le montrer, de se présenter comme une volonté d'en prendre le contrôle. Et c'était aussi la notion des révolutions de couleur. Donc la révolution de couleur, je vais juste la redéfinir très rapidement. En fait, c'est quand vous avez un changement de régime et que ce changement de régime est présenté comme une révolution démocratique, populaire, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est vraiment la CIA qui monte toutes ces opérations. Et pour vous donner un exemple, par exemple, quand vous voyez tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, par exemple sur la mort de Navalny, le grand opposant à la dictature de Poutine, etc. En fait, Navalny était un agent. On a une vidéo où on voit un de ces lieutenants qui négocie avec les services britanniques, je touche 20 millions d'euros ou un truc comme ça. Et en fait, même si vous n'aviez pas ces éléments, dès que quelqu'un vous est présenté à la couverture de Paris Match comme l'opposant démocratique, en fait, vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un qui est préparé pour le jour où la révolution de couleur sera mise en place dans le pays. En fait, c'est lui qui prendra le pouvoir. C'est-à-dire, on fabrique son statut de futur leader. Donc, je ne vais pas détailler ça parce que ça serait trop long et j'en ai beaucoup parlé la fois précédente. Désolé pour ceux qui n'étaient pas là, mais je voudrais vous donner d'autres éléments qui sont importants et qui sont encore plus présents aujourd'hui. Donc, infiltration, révolution de couleur, j'en parle dans mes livres et vous pouvez regarder. En plus, la dernière conférence était filmée, donc vous pouvez revoir ça. Il y a un élément dont je voudrais vous parler, c'est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, ça, j'en avais aussi un peu parlé la dernière fois, je voudrais compléter. L'ingénierie sociale, c'est quoi ? C'est la modification furtive des comportements. C'est-à-dire qu'on va manipuler votre perception, on va jouer en fait avec vos perceptions, et ça, cette oligarchie dont je vous ai parlé, ce sont eux qui ont inventé la science. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui trouve ses racines à Londres à la fin du 19e, notamment avec la London School of Economics et l'Institut Tavistock. Ce sont les maisons mères de l'ingénierie sociale. L'Institut Tavistock, c'est la maison mère de l'ingénierie sociale. Alors, je vais vous donner un exemple qui surprend toujours les gens. Il y a un plan de l'Institut Tavistock alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont fans des Beatles et des Rolling Stones ici ? Oui. Il faut savoir que toute cette contre-culture des années 60, c'est le plan qui s'appelle le plan de l'âge du Verseau de l'Institut Tavistock. C'est-à-dire, c'était un plan dans les années 60 qui visait à faire plusieurs choses, c'est-à-dire à
à faire exploser la société, c'est-à-dire notamment en détachant les parents des enfants. C'est-à-dire c'est toute la création de la culture jeune. Et par exemple, en France, vous avez eu ça avec des émissions comme Salut les copains, voilà, Johnny, les yéyés, etc. Aux États-Unis, en Angleterre, c'était les Beatles, les Rolling Stones. Et en fait, tout ça, ce sont des Bob Dylan aussi. Et en fait, tout ça, c'est quelque chose pour couper la société, fracturer la société en créant une culture ado et dire la culture des anciens, c'est ringard. Et notamment, par exemple, sur le plan de tout ce qui était morale traditionnelle, par exemple, pas de sexe avant le mariage, respecter les anciens, etc. En fait, la contre-culture des années 60, c'est la volonté de faire éclater ça. C'est une opération d'ingénierie sociale. Il y a plein de choses que j'ai écrites, que j'ai partagées à ce sujet. Vous pouvez regarder Institut Tavistock, Opération Âge du Verseau, Age of Aquarius en anglais. Vous pouvez trouver exactement très facilement ça. Je poste régulièrement des articles qui traitent de ce sujet. Il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. Alors c'est peut-être un choc si vous ne connaissez pas, mais c'est une tentative d'ingénierie sociale. Alors, après, ça peut prendre des formes, je dirais, beaucoup plus subtiles. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. C'est par exemple, pourquoi il y a ce tropisme à gauche, à l'extrême gauche, par exemple, sur la Palestine. Pourquoi les gens de gauche sont complètement bloqués sur le conflit israélo-palestinien ou les drapeaux palestiniens, etc. Ça, c'est une manière qui est utilisée dans l'autre sens avec des sujets de droite. C'est une manière, en fait, de figer l'opinion sur un sujet. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de droite, vous n'allez pas soutenir les Palestiniens parce que c'est un sujet de gauche. De la même manière, de l'autre côté, si vous êtes quelqu'un de gauche, vous pouvez être contre l'immigration parce que les gens qui sont contre l'immigration de masse, c'est des gens de droite. Donc vous voyez, en fait, ça évite qu'il y ait une espèce comment je pourrais dire ça, d'unité en fait sur un sujet qui soit géopolitique ou qui soit social ou sociétal. C'est-à-dire qu'on va segmenter, en fait, c'est la fin de l'intérêt général. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un sujet où tout le monde va être d'accord parce que c'est l'intérêt général. Ça va être, non, ça c'est un sujet de droite, ça c'est un sujet de gauche. Et donc ça, c'est une ingénierie sociale pour fracturer l'opinion publique et justement permettre la manipulation par segment de marché. Donc ça, c'est une technique, c'est vraiment vieux comme le monde. Le climat là-dedans. Ah le climat, oui. Ça fait partie de ce genre de choses, oui, exactement. Vous composez des fractions de l'opinion. C'est ça. Alors le climat, si vous avez des questions, je ne vais pas dire de ça, mais je vais pas parler de ça, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur le climat et justement du rôle de l'oligarchie mondialiste. Je vais juste faire une petite parenthèse rapidement là-dessus. Tout l'agenda climatique, c'est Maurice Strong. Maurice Strong, c'est lui qui a inventé le truc dans les années 70, de dire on va utiliser la cause climatique pour manipuler l'opinion publique et pour obtenir certaines choses par le consentement qu'on n'aurait pas pu avoir par la contrainte. Donc Maurice Strong, c'est l'homme des Rockefeller, et derrière les Rockefeller, c'est les Rothschild. Donc ça, vous pouvez chercher Maurice Strong, le premier sommet de la Terre, je crois que c'est en 1974. Donc voilà, il y a ce sujet-là. Donc il y a l'ingénierie sociale, je viens de l'évoquer, il y a la technique du pompier pyromane. Alors ça, c'est le grand classique des mondialistes, c'est je vais créer un problème et après je vais vous apporter la solution. Et la solution, c'était ce que j'avais prévu dès le départ. Donc ça, vous allez voir, ça c'est extraordinaire. Le truc classique, c'est ce qu'ils ont fait avec l'immigration de masse. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert les vannes, ils ont fait le regroupement familial, ils ont mis en place le laxisme judiciaire, ils ont mis en place tous ces trucs-là. Et ils arrivent avec... et maintenant, donc pendant des années, vous avez vu, on n'avait pas le droit de dire ça, c'était être fasciste, c'était être raciste, c'était tout ce que vous voulez. Touche pas à mon pote avec Julien Drey dans les années 80, etc. On n'avait pas le droit de critiquer l'immigration de masse. On n'avait pas le droit de parler de ça. Et à partir d'aujourd'hui, on arrive dans une société où les conséquences de l'immigration de masse ne peuvent plus être niées. On voit l'augmentation de l'insécurité, tous les problèmes qu'il y a, violence aux personnes, etc. Là, maintenant, on va vous dire, regardez, l'insécurité est telle qu'il faut mettre des caméras de surveillance partout. Il faut la reconnaissance faciale. Il faut contrôler étroitement, il faut qu'on puisse pister tout le monde. Mais en fait, ça, quand vous lisez le projet mondialiste, en fait, le projet de pister tout le monde, il était là dès le départ. Il était prévu dès les années 50. Mais le problème, c'est que s'ils étaient arrivés avec leurs gros sabots dès le début, en fait, les gens auraient été révoltés. Et c'est toujours ce que disait Paul Warburg, par le consentement ou par la force. Donc on passe par la force, mais quand on peut, on passe par le consentement. Et vous allez voir aujourd'hui les gens qui vont dire « Ah oui, merci monsieur le maire, merci monsieur Macron de mettre des caméras de surveillance partout parce qu'on n'est plus en sécurité. » Et vous voyez, c'est la technique, c'est je crée le problème, je vous apporte la solution. Et ça, sur l'immigration, ils sont en train de vous faire ça, mais alors, magnifique. Moi, j'ai fait un post là-dessus qui a été beaucoup repris sur les réseaux sociaux. C'était quand il y avait eu, vous savez, l'histoire de Crépol.
il y avait eu cette histoire. Il y avait des nations un peu énervés qui voulaient aller en découdre avec des jeunes de quartier. Et ben, ils ont donc, les policiers sont intervenus, c'est normal. Et là, il y a M. Darmanin qui a été pavané dans les médias en disant « Heureusement que l'État est là pour empêcher la guerre civile ». Mais attendez, c'est eux qui ont créé pendant 40 ans les conditions de la guerre civile. C'est eux qui ont créé cette possibilité. Et maintenant, ils sont là, oh, mais on vous protège. Heureusement qu'on est là, parce que sinon, ça serait le chaos. Et vous voyez la perversité des gens, comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils créent le chaos, et après, ils expliquent que c'est eux qui vont vous sauver. Et donc ça, c'est une technique, je vous parlais de l'ingénierie sociale, c'est une technique qu'ils ont développée et qui marche à chaque fois. Donc une fois que vous avez compris comment ça marche, vous tombez plus dans le panneau. Et le dernier point que je voulais évoquer avec les techniques, c'est la thèse-antithèse. Alors ça, c'est le truc classique. Ils ont compris que quand ils mettent en place un projet, il y a toujours une opposition à ce projet qui est suscité. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que c'est beaucoup plus intelligent de créer vous-même l'opposition, c'est-à-dire de contrôler l'opposition. Et donc ça, je vous disais tout à l'heure l'exemple de Paul Warburg, c'est exactement ça. On va créer le communisme, on va créer le nazisme, et après on va organiser le conflit. Et qui est le vainqueur de toute cette histoire ? C'est celui qui vend des armes aux deux. Et oui. Et c'est quand le communisme a été... On vous raconte ça, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais c'est en train de me revenir. Vous savez que toute l'électrification de l'Union soviétique sous Lénine a été faite par des grandes entreprises américaines, par General Electric notamment. Ils ont vendu, donc vous voyez, on gagne sur les deux tableaux. On va développer, on va vendre de l'argent à l'Europe pour l'aider à s'industrialiser, pour reconstruire après la guerre, et en même temps, on va aider les communismes, etc. Et on joue sur les deux tableaux en permanence. Moi, je vais vous dire comment j'ai découvert ce truc-là, et après, j'ai creusé. C'est quand j'ai travaillé sur la fraude à l'élection électorale en 2020, avec ce qui s'est passé avec Trump. Et en fait, je me suis rendu compte, donc il y a plein de gens qui ont été choqués, qui ont dit « Mais attendez, nous, on a voté pour Trump, on est des Américains, même pas forcément des républicains, d'ailleurs, juste des patriotes, qui disent « C'est pas normal, on voit bien que Trump était hyper populaire, etc. Donc c'est pas normal qu'il ait perdu. » Et donc ils se sont mobilisés, ils ont voulu aller compter les votes sur le terrain, etc. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait plein de gens qui disaient « Mais oui, nous, on est une organisation patriote, on va compter les votes sur le terrain, on va vous aider. » Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, c'était des mecs qui étaient pilotés par les ennemis de Trump, ils ont récupéré tous les votes, toutes les bases de données, et ils se sont barrés avec. Donc les gens, en fait, les pauvres militants qui avaient fait tout le boulot, qui étaient allés sonner aux portes pour demander aux gens et pour qui vous avez voté, qui avaient tout refait à la main, et en fait, quand il a fallu aller devant les cours, dans les États, et dire où sont les preuves, les preuves, elles avaient disparu. Et donc ça, c'est une technique classique. C'est comme, je vais prendre un truc, c'est encore plus dégueulasse, c'est les pédocriminels qui sont chargés de la lutte contre les pédocriminels. Ça, c'est le spécialité. Par exemple, vous avez en ce moment, il y a plein d'affaires de pédocriminalité. C'est souvent des policiers qui sont à la protection des mineurs qui sont dans les réseaux pédocriminels. Ça, c'est un truc, c'est le truc classique. Je veux dire, vous mettez dans le système la personne qui est complice de ce qu'elle est censée combattre. Donc ça, c'est le coup classique. Donc une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous avez l'ingénierie sociale, vous avez la technique du pompier pyromane, vous avez la thèse-antithèse, vous avez, j'ai pas développé l'infiltration et la révolution de couleurs, en gros, vous avez le manuel qui est utilisé par les mondialistes. En gros, une fois que vous avez tous ces concepts en main, en fait, vous ne vous faites plus avoir. Vous allumez la télé et vous vous dites « Ah ouais, alors ça, c'est une révolution de couleurs, ça, c'est la technique du pompier pyromane, ça, c'est une petite tentative d'ingénierie sociale, mais je ne vais pas tomber dans le panneau. » Et en fait, vous êtes armés. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est pourquoi je prends la peine de vous expliquer tout ça, c'est que le mode d'emploi ne change pas. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient avec la révolution bolchevique, ce qu'ils faisaient avec les printemps arabes, ce qu'ils faisaient avec Maïdan, ils font toujours les mêmes trucs. Une fois que vous avez compris, vous êtes armés, vous êtes béton, et vous ne vous tombez plus dans le piège. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces outils. Là, je vous les présente rapidement, parce qu'on ne peut pas faire une conférence de 3 heures. Mais en tout cas, une fois que vous avez ces éléments-là, en fait, vous êtes parfaitement armés pour vous battre contre le système et ne plus justement être dans cette guerre cognitive qui vous est menée. Alors, pour finir sur ce point, ce que vous pouvez faire, et ce que je voudrais vous dire, pourquoi je vous explique tout ça, c'est que vous pouvez être des agents de réinformation, justement. C'est-à-dire, je vous ai parlé de l'agent Smith, vous pouvez être des contre-agents Smith. J'espère que suite à cette conférence, il y a des choses qui vont vous rester, peut-être pas tout, peut-être qu'il y a des choses, vous n'avez pas, c'est peut-être des découvertes, donc vous n'allez pas vous prononcer tout de suite là-dessus parce que vous n'avez pas assez creusé, ce qui est normal. D'ailleurs, je précise au passage, ne prenez pas tout ce que je vous dis pour parole d'évangile.
Moi, je suis en train de vous dire le fruit de mes travaux. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est après de faire vos propres recherches. S'il y a des choses, vous avez dit, tiens, j'ai jamais entendu ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils nous disent que c'est Wall Street qui finance les bolcheviks, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, allez voir, allez creuser par vous-même. L'objectif, c'est pas, moi, je suis pas BFM. Je suis pas là pour vous dire, croyez ça, c'est la vérité. Je suis en train de vous dire, vous donner des éléments pour que ensuite vous ayez faire vos recherches par vous-même. Et ça, c'est ça la différence justement avec eux et nous. C'est que moi, je vous dis, faites vos recherches par vous-même. Eux, ils vous disent, la vérité, c'est ça. Et si vous croyez le contraire, vous êtes un complotiste. C'est ça, eux fonctionnent comme ça. Moi, je vous dis pas ça. Même moi, si vous avez des questions, si vous avez des objections, si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord, on en discute après. Le temps des questions est là pour ça. On pourra même en parler après autour d'un verre. C'est l'objectif. C'est moi, j'ai aucun problème. Tout ce que je vous dis, je suis de bonne foi. Je vous donne le fruit de mon travail. Après, si vous avez des éléments qui peuvent aller dans l'autre sens, moi, je suis prêt à les entendre. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et surtout pour terminer, je dirais qu'il y a une phrase de Solzhenitsyn qui est très importante. C'est la chose que vous pouvez faire pour les battre, c'est que le mensonge ne passe pas par vous. Ça, c'est Solzhenitsyn qui dit ça, que le mensonge ne passe pas par moi. C'est-à-dire que vous pouvez vous taire, vous pouvez être sur la réserve, vous pouvez ne pas vous prononcer, mais ne transmettez pas leurs mensonges. Ça, c'est le plus important. Ne vous faites pas les vecteurs de vos mensonges. Et ça, on voit aujourd'hui que les gens ont beaucoup de mal avec ça. Les gens ne sont pas capables de dire « je ne sais pas ». Je ne connais pas le sujet. Vous parlez avec les gens, ils connaissent tout ce qui se passe à l'intérieur du bureau de Vladimir Poutine. Ils savent, c'est même des psychiatres, ils savent que Vladimir Poutine est fou. Ils savent, je veux dire, c'est incroyable. Les gens, mais je dis ça sans méchanceté, les gens ne se rendent pas compte de l'énormité de ce qu'ils disent. Ils se prononcent sur des sujets d'une complexité extraordinaire, ils ont des jugements péremptoires, mais au moins ne dites « je n'en sais rien ». Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas m'exprimer sur le sujet. Et ça, c'est déjà énorme, parce que justement, je vous expliquais de cette guerre de l'information, elle passe par le fait que les gens reprennent des informations sans en fait vraiment comprendre de quoi ils parlent. Donc ça, c'est très important. Donc que le mensonge ne passe pas par moi. Donc ça, m'amène à la deuxième partie, qui est qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? C'est retrouver votre souveraineté. Donc ici, on est dans un cercle souverainiste. Il y a deux dimensions à la souveraineté. Il y a la souveraineté politique, ça je vais passer rapidement dessus, et il y a la souveraineté individuelle. Alors, la souveraineté politique, c'est quoi? Je pense que vous aurez compris aujourd'hui que le projet mondialiste est un projet de négation de la souveraineté. C'est-à-dire, Paul Warburg disait « je veux un gouvernement mondial ». Le gouvernement mondial, c'est la fin de la souveraineté, c'est la fin du politique. Et ça veut dire quoi? Vous voyez qu'il y a une volonté de prise de contrôle. Il y a la prise de contrôle de la monnaie, je vous ai expliqué l'histoire des banques centrales, et ça va être encore pire avec les CBDC. Je ne sais pas si vous les avez entendu parler de ça, c'est les monnaies numériques de banques centrales, c'est-à-dire que vous allez avoir un contrôle des banques centrales direct sur la monnaie. Et je fais une petite parenthèse au passage. Ça, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Et d'ailleurs, ils le disent, hein, vous pouvez les écouter, ils en parlent à Davos, etc. Ils disent que l'avantage, c'est que ça va avoir des monnaies programmables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, vous touchez 1 500 € par mois, ben, il y aura 500 € pour la nourriture. Il y aura 500 € pour le loyer, il y aura 500 € pour vos dépenses diverses. Et quand vous aurez ou 200 € pour l'essence. Et quand vous aurez épuisé vos euros essence, ben vous ne pourrez plus faire le plein. Et ça, c'est un instrument de contrôle. Et ça, c'est la vérité. Hein. Il y a une feuille de route qui est en train de se mettre en place et ça avance à grands pas et ça va arriver pour 2024. Je crois que c'est octobre 2024. Donc vous voyez, il y a ça, j'ai parlé de la volonté de sexualiser les enfants. C'est quelque chose qui se met en place partout. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont en Allemagne, qui sont en Suisse, qui sont en Belgique. Ils ont les mêmes choses qui arrivent dans les écoles. Les mêmes mots, tout ce qu'on a en France est décliné dans les pays de l'Union européenne. Vous avez bien vu ce qui s'est passé avec la crise Covid. La crise Covid, vous avez eu les mêmes éléments de langage, que vous soyez en Australie, que vous soyez à New York, que vous soyez aux Pays-Bas, en France. Vous avez eu, donc, il y a une volonté, en fait, de mettre le politique sous contrôle. Qu'il y ait des institutions supranationales qui prennent le contrôle. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça, bien sûr, à l'échelle, il y a l'Union européenne, il y a l'OTAN. L'OTAN, c'est pour le versant militaire. Vous voyez comment, avec ce qui se passe en Ukraine, il y a cette logique qui s'applique aussi sur le versant militaire. Donc c'est tout ça. Donc quand on parle de souveraineté, il faut bien sûr combattre ce qui touche à l'Union européenne, ce qui touche à l'OTAN, mais il faut aller aussi plus loin. Et ça, c'est ce que je vais vous dire dans quelques instants. C'est qu'il faut comprendre que la souveraineté, elle doit être totale. Et on est souverain ou on ne l'est pas. Et ça encore, il y avait Poutine qui disait ça il y a quelques instants. C'est soit on est un pays souverain, soit on n'est pas souverain. Il n'y a pas entre deux. Je veux dire, la plaisanterie, c'est on ne peut pas être à moitié enceinte. Je veux dire, soit vous êtes enceinte, soit vous n'avez pas d'enfant. Ben, la souveraineté, c'est pareil.
La souveraineté, soit on est un pays souverain, et quels sont les attributs de la souveraineté? Ça veut dire qu'on contrôle ses frontières, on contrôle ses lois, on contrôle sa monnaie, on contrôle son droit, on contrôle qui rentre et sort sur le territoire. Voilà, ça c'est les attributs basiques de la souveraineté depuis que la politique existe, depuis qu'il y a une tribu, depuis que Romulus et Rémus ont fait un cercle autour de Rome et on dit voilà, ça c'est Rome. Et ça, c'est ma loi. Et du côté de cette frontière, c'est nôtre, c'est les barbares, c'est la loi des autres. À l'intérieur de ce cercle, c'est ma loi. C'est ça la base du politique. Et donc aujourd'hui, si vous appliquez cette grille de lecture, la France n'a plus aucune souveraineté. Aucune. Aucune. Et si vous voulez, c'était Marie-France Garot qui disait ça, qui disait que la France, si on applique tous les critères, la France n'est plus un État. Valérie Bugeaud dit la même chose, c'est une grande juriste, si vous ne connaissez pas, je vous recommande de vous pencher sur son travail, et elle dit elle-même que depuis 2020, la Constitution a été violée avec toutes les mesures qui ont été prises lors de la crise sanitaire qui sont totalement contraires à la Constitution, donc elle dit on est dans un régime politique, on ne sait pas ce que c'est, mais en fait, si on est un juriste rigoureux, la France n'existe plus. En fait. Il y a plus, la Constitution française n'est plus appliquée. Donc ça, c'est quelque chose. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui font ce travail. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Valérie Bugeaud. C'est quand même quelqu'un qui est docteur en droit, qui a travaillé à très haut niveau et qui a pris conscience justement de ce qui se passait et du coup qui est entré en dissidence et qui est en train de faire tout un travail justement pour qu'on retrouve. Alors elle, c'est son angle d'attaque, c'est notre souveraineté sur le plan juridique. Elle fait un travail absolument remarquable. Peut-être que Ludovic M. Blanco pourra l'inviter à venir vous faire une conférence. Je suis sûr qu'elle sera ravie de le faire et de vous éclairer sur la question du droit. Donc, on est dans tous ces sujets. Et donc, en fait, il faut comprendre, là encore, quand on parle de souveraineté, il faut comprendre ces souverainetés globales. Alors, ce qui m'amène à la partie qui vous concerne, c'est la souveraineté sur le plan individuel. Parce que vous pouvez faire des choses. Et si vous avez, parce qu'on parle de géopolitique, moi c'est quelque chose que j'ai constaté quand je fais beaucoup de conférences, c'est que les gens se projettent sur des grands sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément prise. Ils parlent de Russie, ils parlent de l'Europe, mais la souveraineté, elle commence par soi-même, elle commence par nous, elle commence par notre vie de tous les jours, la façon d'être souverain nous-mêmes. Et moi j'aime bien cette idée de dire que les qualités qu'on retrouve dans un peuple et dans les familles, dans la société, on les retrouve ensuite à l'échelle de l'État. On ne peut pas, à l'échelle de la société, on ne peut pas demander d'avoir une société souveraine avec des gens qui ne sont pas souverains. C'est pas possible. Par contre, si on a des gens qui sont souverains, on peut avoir une chance d'avoir une société souveraine. Donc ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'aujourd'hui, vous devez avoir conscience, et je l'ai évoqué il y a quelques instants, c'est qu'on est dans une perte générale de souveraineté sur tous les domaines. Sur la santé, sur l'économie, sur le travail, etc. Et vous devez, je pense que vous en avez conscience, qu'aujourd'hui on est dans un État, les Américains appellent ça l'État nounou, de nanny state, on est dans un État qui est en train de devenir votre parent. L'État, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'État vous dit tout ce que vous devez faire. Il vous dit comment vous devez vous soigner, il vous dit comment vous devez élever vos enfants, il vous dit ce que vous avez le droit de consommer ou de pas consommer, il vous dit quelles sont les bonnes infos, pas les bonnes infos, ce qui est fake news, ce qui n'est pas fake news. Et pendant le Covid, il vous a même dit que vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, qu'il fallait vous auto-remplir une attestation. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et il a dit aux médecins ce qu'ils avaient le droit de prescrire ou pas. Et ça, vous aurez remarqué que les corporations qui sont souvent si promptes à défendre leurs droits et leurs privilèges, là, ils se sont couchés. L'ordre des médecins, je veux dire, l'État n'est pas médecin. L'État, c'est une puissance administrative, c'est pas une puissance médicale. Il a dit aux médecins, vous avez le droit de prescrire, de ne pas prescrire. Et il n'y a aucun médecin qui a dit, non mais attendez, allez vous faire voir, c'est moi qui suis souverain. Moi, j'ai mes patients, c'est moi qui décide comment je les soigne. Et les quelques médecins qui ont fait ça ont été radiés. Moi, j'ai rencontré dans une conférence le docteur Ox, qui a écrit un livre, c'est un médecin luxembourgeois. Je pense à lui parce que je l'ai rencontré et j'ai lu son livre, mais il y a plein de médecins en France qui ont fait la même chose. Lui, il a soigné plein de patients au Luxembourg, il a refusé d'appliquer les protocoles, il a sauvé des centaines de gens, même des milliers de gens, mais il a été radié de l'ordre des médecins. Donc, il fait appel, il y a plein de gens en France, je suis sûr qu'à Grenoble, il y a eu la même chose. Donc, voilà, madame, vous pourrez peut-être témoigner après quand il y aura le temps des échanges. Mais si vous voulez, ça, c'est la réalité. Mais c'est la même chose. On parlait des agriculteurs récemment. Les agriculteurs qui se plaignent en disant je voudrais être plus aidé, etc. Mais les agriculteurs, ils ne sont plus souverains sur ce qu'ils cultivent. C'est la PAC qui leur dit ce qu'ils doivent cultiver. Et s'ils ne cultivent pas ce que leur dit la PAC ou ce que leur dit... ils n'ont pas le droit, ils ne touchent pas de subventions. Donc vous imaginez l'agriculteur, aujourd'hui c'est pas possible de vivre si on ne touche pas de subventions, à moins d'être dans un circuit ultra court, d'avoir vraiment une activité économique, mais je ne sais même pas si ça peut être pérenne. Donc vous voyez la complexité, les agriculteurs n'ont pas le droit de cultiver ce qu'ils veulent,
Dans le bâtiment, c'est la même chose. Moi, je discutais avec un architecte, je disais, mais pourquoi on construit des trucs tout le temps aussi moches avec des matériaux, du béton et tout ça? Il me disait, mais si on n'utilise pas, par exemple, du béton, on ne touche pas de subvention. Vous voyez, et ça, c'est le contrôle, et c'est aussi de l'ingénierie sociale. Parce qu'on vous flèche, on ne vous dit pas, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais en fait, matériellement, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vivre. Donc, en fait, c'est comme un journaliste. Je veux dire, qui, par exemple, quelqu'un qui sort d'une école de journaliste et qui fait le travail que moi ou d'autres faisons, il arrive aux mêmes conclusions, parce qu'on arrive tous aux mêmes conclusions. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on soit américain, anglais, français, de gauche, de droite, quand vous travaillez sérieusement, en fait, vous arrivez à ce que je suis en train de vous dire ce soir. On a tous des parcours différents, mais on arrive au même résultat, parce que c'est la vérité. Et ben, vous faites ce travail-là, vous ne trouvez pas de boulot en tant que journaliste, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est ce qui va se passer. Et moi qui fais ce travail, je peux vous dire que je fais des conférences, je ne suis pas invité dans les grands médias. Heureusement qu'il y a des gens comme les gens qui me reçoivent ce soir, qui trouvent mon travail intéressant, qui décident de m'inviter, qu'il y a des médias alternatifs qui se sont créés et qui donnent la parole à des gens comme moi, parce que sinon le travail que je fais, il ne peut pas être audible. Et vous voyez, en plus ce soir, on est quelques dizaines, bon, on n'a pas non plus rempli le zénith, quoi. Je veux dire, moi je serais heureux que ça soit le cas, mais vous voyez, je veux dire, moi je fais l'expérience tout le temps. Je veux dire, quand on tient les propos que je tiens et ce que je suis en train de vous expliquer ce soir, et je pense que même les plus sceptiques d'entre vous se disent il y a quand même du fond, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé ces sujets, je veux dire, c'est très difficile de vous communiquer les informations que je suis en train de vous communiquer. Il n'y a pas de canal. Il n'y a pas de canal. Et même les librairies, moi, il y a des librairies qui ne veulent pas vendre mes livres parce que c'est complotiste, parce que c'est etc. Voilà, et sans parler, je n'ai pas encore été trop confronté, mais les gens s'auto-censurent. Il y a des fois des gens qui m'ont dit on aimerait bien vous inviter, mais il y a des gens de notre association, ils trouvent que vous êtes trop complotiste, on va avoir des soucis, etc. Vous voyez, les gens, il y a une vraie censure, vous êtes confrontés à la censure, c'est une réalité. Donc tout ça est une manière de verrouiller en fait votre souveraineté, et ça commence, je voudrais insister là-dessus, par l'éducation. L'éducation, et alors je veux dire, il faut savoir que ça c'est le propre de tous les mouvements totalitaires. Tous les mouvements totalitaires essayent de contrôler l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, vous savez que l'école, déjà, avant, c'était à 6 ans, maintenant, c'est à 3 ans. Il y a déjà eu ce premier pas qui a été fait, c'était sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et depuis 2022, alors ça, c'est très important, et là encore, personne n'en parle, il y a eu un changement sur le régime de l'instruction, ce qui s'appelle l'instruction en famille, donc faire l'école à ses enfants soi-même, à la maison. Ce qu'on appelle vulgairement l'école à la maison. Et il faut savoir que c'est une atteinte aux libertés qui est colossale. Parce que qu'est-ce que disait la loi? La loi dit que ce qu'on doit donner à un enfant, c'est une instruction. Donc vous avez, en tant que parent, et c'est tout à fait normal, de donner une instruction à vos enfants. Mais la loi ne précisait pas comment vous la donnez. Vous pouviez les mettre à l'école publique, c'est une option. Vous pouvez les mettre dans le privé, c'est une option. Vous pouvez faire l'école vous-même. Et l'important, c'est l'État vérifie, et là encore, je le redis, c'est bien le normal, que si vous faites l'école à la maison, il y a des inspecteurs qui viennent, qui vérifient que ça ne cache pas de la maltraitance, des abus, que vos enfants sont scolarisés correctement, qu'il n'y a pas de laisser-aller, de laxisme, qu'ils progressent au rythme auquel ils doivent progresser. Ça, c'est normal. Et ça, c'était avant 2022. C'était un régime déclaratif, c'est-à-dire, moi, j'avais mes enfants, je voulais leur faire l'école à la maison, je leur dis, ben voilà, je fais l'école à la maison, et le rectorat disait, c'est noté. Voilà. Et ça, c'était pour tous les parents qui ont des enfants et qui veulent faire ça. Depuis 2022, c'est soumis à autorisation. C'est-à-dire que vous allez voir le rectorat et vous dites « Je voudrais faire l'école à la maison, est-ce que vous m'en donnez le droit ?» Et dans 90% des cas, en fait, ils ne vous l'autorisent pas parce que les critères qui vous donnent cette autorisation sont extrêmement stricts. Donc vous voyez comment on a changé, et ça s'est fait, c'est un bouleversement absolument majeur, et personne n'en parle. Personne n'en a parlé. Il y a quelques associations, surtout chez les catholiques, parce que c'est beaucoup des catholiques qui ne veulent pas avoir la propagande républicaine, etc., qui sont allés dans ce système-là. Et c'est passé, là encore, je vous parlais de l'ingénierie sociale, c'est passé sous couvert de lutte contre le séparatisme. Là encore, c'est le pompier pyromane. C'est qu'on vous a dit, mais regardez, les musulmans, ils se séparent, regardez, ils créent des écoles coraniques, etc. Mais en fait, dans la réalité, c'est une loi qui a ciblé les catholiques traditionnels qui ne veulent pas qu'on leur fasse le transgenre, qui veulent mettre Dieu au centre de l'éducation de leurs enfants. Moi, je suis catholique traditionnel, donc j'ai beaucoup de gens dans ma paroisse qui sont touchés par ça. En fait, c'est eux qui ont été les victimes. Parce que je peux vous dire que faire l'école à la maison, c'est pas à la portée de n'importe qui. Hein.
Je veux dire, il faut quand même être... Moi, je vois les gens qui font l'école à la maison et qui le font bien, c'est des mères de famille souvent, et c'est des gens qui ont un niveau au moins master, voire doctorat. Et je veux dire, c'est pas faire l'école, il faut pas croire qu'on s'improvise maîtresse d'école. Donc, c'est des gens qui ont quand même souvent un très haut niveau. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément des diplômes, mais qui font ça sérieusement. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand on vous vend le truc, oui, c'est des gens qui veulent faire des écoles coraniques, en fait, non, pas du tout. C'était des gens diplômés qui étaient souvent des catholiques traditionnels, et on leur a privé cette liberté. Donc, moi, c'est ce que je vois, en tout cas, sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et vous voyez, c'était en 2022. Ça aurait pu être un sujet pour l'élection présidentielle, personne n'en a parlé, il n'y a pas eu une petite mobilisation, mais voilà, tout le monde s'en fichait, alors que c'est là le verrouillage de votre souveraineté, et voilà, moi, ma position là-dessus, c'est qu'on a des droits qui nous sont inaliénables, et en fait, le gouvernement n'a pas, il y a certains droits, il ne peut pas vous en priver. Ça, c'est quelque chose, je vais revenir tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où vous acceptez qu'on a le droit de vous priver de certains droits, là, en fait, c'est fini, quoi. Je veux dire, à un moment, ça, c'est par exemple la différence avec les Américains. Les Américains considèrent qu'ils ont, et c'est inscrit dans leur constitution, qu'ils ont des droits inaliénables. Ceci dit, ces droits inaliénables, ils sont aussi marqués dans la Constitution française et la Déclaration des droits de l'homme, et le gouvernement s'assoit dessus aussi. Donc, en fait, tout bien réfléchi, c'est plutôt le problème, c'est plutôt que nous, on n'est pas assez motivés, parce que la différence, peut-être, c'est que les Américains sont beaucoup plus énervés et se défendent peut-être beaucoup plus que ce que font les Français. Et pour continuer sur la question de l'éducation, je voudrais aussi vous donner une clé, là, qui est complètement à votre portée. Je pense que s'il y a l'action la plus efficace que vous pouvez faire en ressortant de cette conférence et qui va changer tout, c'est celle-ci, c'est enlever vos enfants des supports numériques. Ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est un sujet politique, parce que le numérique, et c'est fait à dessein, pourquoi ils vous mettent des tablettes, pourquoi ils vous mettent tous ces trucs-là entre les mains de vos enfants, parce que ce sont des outils pour détruire l'intelligence de vos enfants. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle Michel Desmurget, qui a écrit un livre qui s'appelle La fabrique du crétin digital, je pense que certains d'entre vous le connaissent. La fabrique du crétin digital, c'est toutes les preuves scientifiques des effets du numérique sur le cerveau des enfants. Alors c'est un festival, c'est destruction des capacités cognitives, incapacité à se concentrer, retard de motricité, enfin retard cognitif sur plein de choses. Enfin, c'est vraiment, là il n'y a aucun débat là-dessus, c'est vraiment un carnage, vraiment un carnage. Et donc la meilleure chose que vous puissiez faire si vous avez des enfants, des petits-enfants, c'est enlevez-leur les écrans, enlevez-leur les tablettes, lisez-leur des livres papier, mettez-leur un crayon dans la main, faites-les dessiner à la main, parce que c'est ce qu'explique Michel Desmurget, c'est que même en dessinant sur une tablette avec le doigt, au niveau cérébral, alors lui c'est un spécialiste des neurosciences, il explique très bien, alors je ne vais pas vous dire que c'est technique, mais il explique très bien que des études ont mesuré que par exemple tenir comme ça un stylo en main et écrire, c'est pas la même chose que de taper sur un clavier ou même de dessiner avec le doigt sur une tablette. C'est des zones du cerveau qui sont complètement différentes. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose. Et posez-vous la question, là encore, je vous parlais de guerre hors limite. Pourquoi on met du numérique partout dans les écoles ? Partout. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert, en creusant un peu ce sujet, que nos dirigeants, nos élites, eux, mettent leurs enfants dans des écoles où, justement, il y a l'apprentissage traditionnel. Par exemple, Steve Jobs, chez lui, il n'y avait pas d'iPad. Les enfants de Steve Jobs, et il l'a dit, vous pouvez retrouver une interview où il le dit, chez lui, il n'y a pas d'iPad. Donc c'est un peu ce qu'on a vu, vous savez, avec la ministre Oudéa Castéra, qui détruit l'enseignement public, mais par contre, ces enfants sont dans une école d'élite avec une pédagogie très stricte, etc. C'est toujours le même truc. Ce qui est bon pour eux n'est pas bon pour vous. Donc ça participe. Là, c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous pouvez déjà donner une chance à vos enfants, parce que ce qu'ils veulent, c'est ça. Ils veulent des enfants abrutis, qui seront facilement manipulables, qui seront facilement dupables et qui n'auront pas d'esprit critique, pas de capacité de se concentrer. Je pense que si je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, vous l'avez peut-être constaté chez vos camarades, ne serait-ce que s'intéresser, comme dit, je ne vais pas me prendre la tête, parce que suivre un sujet un peu trop politique, un peu trop complexe, c'est déjà hors de leur capacité. Donc ça c'est la réalité, et c'est volontaire, c'est une vraie offensive sur le cerveau. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous-même déjà vous enlever autant que possible des écrans, lire, et ça c'est le deuxième livre qui explique de la suite en fait qu'a écrit Michel Desmurget, qui est sorti l'année dernière, c'est la réponse au crétin digital, c'est faites-les lire, lisez, vraiment lisez, ça c'est quelque chose qui est à votre portée, lisez, Michel Desmurget explique comment le fait de lire, ça booste complètement votre cerveau, c'est bon pour tout, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour le développement de l'empathie, c'est bon pour savoir lire les autres,
c'est bon pour la mémoire. Et lisez si possible sur un format papier, parce que le format numérique, là encore, il y a des bénéfices qui ne sont pas les mêmes. Moi, je lis beaucoup devant les écrans d'ordinateur pour mon travail, parce qu'il y a beaucoup de choses en ligne. Mais j'essaye de me forcer, moi, tous les soirs, j'essaie de me forcer, avant d'aller me coucher, 1 heure avant d'aller me coucher, je prends un livre et je lis, j'essaie de lire au moins une demi-heure, 1 heure par jour. Et ce que dit Michel Desmurgès, qu'il faut idéalement lire au moins 20 minutes par jour, pour avoir vraiment des bénéfices sur le cerveau. Et donc ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous prendre. Je veux dire, vous pouvez lire à vos enfants, vous pouvez, si vous êtes grands-parents, vous pouvez lire avec vos petits-enfants. Vous-même, le soir, ça demande un tout petit peu de discipline. Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire 1 demi-heure avant d'aller vous coucher, vous ouvrez un livre. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est un geste très simple, mais ça change complètement tout, et c'est une manière vraiment de contrer l'abrutissement de masse qu'ils ont pour nous. Et ça, c'est quelque chose, voilà, que même pour l'instant, le gouvernement, je pense que même si on devient dans un système totalitaire où ils nous fliquent à tous les coins de rue, ils ne nous empêcheront pas de lire 1 demi-heure par jour chez nous. Alors après, il y aura peut-être des livres interdits, il faudra les cacher derrière les placards, etc. Mais en tout cas, ça sera, je veux dire, c'est vraiment difficile de priver les gens de cette liberté. Et ce qui m'amène aussi au dernier élément que je voulais évoquer avec vous, c'est protéger les familles. C'est fonder des familles, fonder des foyers stables et protéger les familles. Aujourd'hui, je pense que vous en avez conscience, surtout si vous êtes jeune, tout est fait pour vous dissuader d'avoir des enfants. Je veux dire que ce soit le climat, que ce soit le discours féministe complètement hystérique qui dit que les hommes sont tous des prédateurs en puissance et des salauds et que de toute façon on peut se passer des hommes, on n'a pas besoin d'eux, les craintes sur le changement climatique, on va tous mourir dans d'atroces souffrances, donc ça sert à rien de faire des enfants, la précarisation, parce que aussi ça, avoir des enfants ça coûte cher. Donc c'est la précarisation économique qui fait que c'est de plus en plus dur de se projeter, notamment d'imaginer acheter un logement, etc. Tout est fait, et ça c'est un projet aussi de dépopulation. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, il y a un vrai projet de dépopulation de nos élites. L'oligarchie mondialiste parle de ça, il y a un très bon livre que je cite tout le temps dans mes essais, c'est Globalisme et dépopulation de Pierre-Antoine Plaquevent, c'est la référence sur le sujet. Donc je veux dire, ils font tout pour vous dissuader de faire des enfants. Et si vous avez des enfants et si vous avez des familles, ils font tout pour faire éclater les familles. Et par exemple, vous l'avez vu avec le Covid c'était ça. On a vraiment divisé les gens, vraiment les familles. On a dit, voilà, papy, on va le mettre à la cuisine pour le repas de Noël. Enfin, c'est des trucs de dingue. Les gens se sont battus entre les vaccinés et les non-vaccinés. Enfin, c'était pire que l'affaire Dreyfus, quoi. En plus, là, on touchait à un truc vraiment intime, parce qu'on disait en plus aux gens, ouais, toi, si t'es pas vacciné, tu viens pas chez moi, etc. Des choses vraiment hyper violentes. Donc, si vous voulez, tout est fait pour détruire la famille et la cellule de base qui est la société, qui est la famille. Donc, et ça commence vraiment par empêcher les relations hommes-femmes, vraiment avec ce discours vraiment, je dirais, hostile aux hommes et en même temps qui fait peur aux jeunes générations. On est vraiment confronté à ça et c'est une vraie difficulté. On en parlait tout à l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui veut fonder une famille, c'est vraiment compliqué parce que trouver déjà des gens qui veulent faire des enfants, déjà, c'est pas évident. Trouver la bonne personne, quelqu'un qui ne va pas, je dirais, par exemple, c'est souvent cette blague qu'on a avec des proches, la femme qui va divorcer au bout de 50 ans parce que vous la faites, enfin au bout de 10 ans de mariage parce que vous la faites plus vibrer, ou voilà, ce genre de choses. L'homme qui va aller courir parce qu'on lui donne un modèle, le modèle de l'homme viril, c'est l'homme qui couche avec tout ce qui bouge, c'est pas le père de famille stable, qui prend soin de sa famille, etc. C'est pas le modèle-là qui est présenté aux jeunes garçons, c'est le gars, voilà, qui enchaîne les conquêtes, la séduction, etc. Donc en fait, de tous les côtés, vous savez, du côté homme, du côté femme, tout est fait pour saper et empêcher la création de cellules stables et de créer des relations fiables, loyales, et de créer des familles stables. Donc je dis souvent, c'est quelque chose que je poste souvent pour rigoler sur les réseaux sociaux. Il y a les Américains ont fait un truc comme ça, c'est aujourd'hui, en 2023, c'est toujours vrai en 2024, le meilleur moyen de résister, c'est de fonder une famille et d'aller à la messe, quoi. En gros, les vrais rebelles, c'est ça, quoi, aujourd'hui. Donc ça, c'est la base de tout. Et pourquoi j'insiste sur la famille? Parce que la base de l'action politique, c'est le groupe. Et ça, c'est aussi quelque chose, je terminerai cette deuxième partie là-dessus, c'est que, si vous voulez, l'idée aussi, c'est de vous mettre en tant qu'individu. On vous parle tout le temps de l'individu. On vous oublie de vous dire que la base de l'action politique, c'est le groupe.
Et ce que je dis souvent aux gens, c'est avant de vous soucier de l'Ukraine, de l'Europe, etc., est-ce que vous avez 10 personnes de confiance que vous pouvez appeler en cas de problème, et ces gens-là, vous savez qu'ils viendront vous aider. Je prends un exemple, dans 1 an ou 2, et je pense que c'est pas, malheureusement pas de la science-fiction, vous refusez qu'on explique à votre enfant de 5 ans qu'il peut être transgenre, vous refusez de le mettre au cours d'éducation sexuelle obligatoire, eh ben, on vous envoie la DAS parce que vous êtes un dangereux complotiste radicalisé, etc. Eh ben, est-ce que vous avez 10 copains qui vont venir et qui vont bloquer l'entrée de votre appart ou de votre maison, qui vont empêcher les services sociaux d'aller prendre vos enfants? Ça, c'est la base. Ça, c'est la base de tout. C'est quand il y avait le Covid, il y avait votre vieille maman qui devait aller faire un traitement à l'hôpital, mais elle ne voulait pas être vaccinée parce qu'elle était fragile et ça ne lui inspirait pas trop confiance. Et ben, il y avait le vigile qui voulait l'empêcher de rentrer dans le truc, dans l'hôpital. Est-ce que vous aviez 10 copains un peu énervés qui expliquaient au vigile que là, ça serait bien que la vieille dame, elle rentre, quoi. La vieille dame, elle va rentrer. D'accord? Parce que sinon, il va y avoir des problèmes. Et c'est ça la base de la politique. C'est ça la base, et c'est ce qu'on ne vous explique plus à faire. On vous explique que la politique, c'est de mettre un bulletin dans votre urne, mais ils s'en fichent de ça, ça leur fait pas peur. Par contre, 10 personnes motivées, ou même 30 personnes qui viennent ce soir, qui écoutent ce que je vous dis, et qui vont commencer justement à plus tomber dans le panneau, ça c'est ce qui leur fait peur. Ça, c'est ce qui les dérange. Ça, c'est reprendre le pouvoir politique. Je ne dis pas qu'il faut se passer du vote et qu'il faut se passer notamment au niveau local, parce que ça, c'est une importance aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la base de la politique, c'est des gens qui se mettent ensemble et qui font quelque chose en commun. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand je parle de reprendre votre souveraineté, ça veut dire que vous devez justement être capable de dire non et que vous devez être capable de faire vos choix par vous-même. Vous devez être capable de faire vos propres choix et de ne pas vous laisser imposer des choix par d'autres qui vous disent que ce qu'ils ont décidé à votre place. C'est la capacité de décider à votre place ce qui est bon pour vous, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes capable de dire non. Et ça, c'est la base. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette conférence, je voudrais aborder un sujet avec vous qui est le combat spirituel. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important quand on parle du sujet du mondialisme. Alors pourquoi je vous parle de ça? Des fois, les gens disent, mais pourquoi ils nous parlent de ça? Qu'est-ce que c'est? Quel rapport? Mais il y a un rapport, parce que ce que je voudrais essayer de transmettre, et je le creuse plus dans le volume 2 de mes essais, c'est pour ça que je ne vais pas être trop long sur ce sujet, c'est qu'il faut bien comprendre que le mondialisme est un projet spirituel. C'est un projet spirituel, c'est un projet qui est messianique, et là, c'est pas moi qui l'interprète comme ça, c'est quand vous lisez les gens qui sont derrière ce projet, ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un messianisme, c'est-à-dire ils ont une mission, et cette mission, elle est fondée sur une base spirituelle. Alors pour vous amener à comprendre ça, je vais le faire par étapes parce qu'on est malheureusement dans une société qui est largement déchristianisée, et en fait, ce sont des thèmes qui sont évidents normalement, mais justement, il faut amener les gens à rentrer dans cet état d'esprit qui est très différent de celui qu'on a habituellement. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'ont fait les mondialistes, c'est qu'ils vous ont coupé du surnaturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose qui s'appelle le matérialisme, qui s'appelle, d'un point de vue philosophique, le naturalisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le refus du surnaturel. C'est-à-dire que le monde est limité à la matière. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, en fait, on ne croit pas à l'âme, on ne croit pas à la vie après la mort, on ne croit pas à la prière, on ne croit pas au miracle, on ne croit pas à l'enfer, on ne croit pas au paradis. On ne croit pas à ça, on ne croit pas à Dieu, on ne croit pas au diable. Et donc ça, c'est une conséquence très concrète. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une conséquence concrète. Par exemple, vous ne pouvez pas comprendre le transhumanisme si vous ne comprenez pas ça. Le transhumanisme, qui est le projet de nos dirigeants, c'est la volonté d'augmenter l'homme. Et ça, c'est quoi? C'est le contraire du récit de la Genèse. Dans la Genèse, on vous dit, goûtez le fruit de la connaissance, vous serez pareil et semblable à des dieux. Nos dirigeants veulent devenir comme des dieux. Vous écoutez quelqu'un comme Laurent Alexandre, comme Yuna Harari. Harari, il écrit Homo Deus, l'homme-dieu. Ils veulent devenir comme des dieux. Donc ça, c'est une vision religieuse. Et c'est une vision religieuse que tout chrétien voit comme satanique littéralement, et ce n'est pas un abus de langage, parce que c'est littéralement ce que le diable dit dès le premier chapitre de la Genèse. Goûtez le fruit de la connaissance, vous serez comme des dieux. Et moi qui ai travaillé, et ça j'en parle dans le volume 3, sur les croyances des mondialistes, eux, quand vous les lisez, alors c'est assez choquant pour un chrétien, c'est que eux voient ce que nous on considère le diable comme leur libérateur. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle le bon Dieu, ils le voient comme quelque chose de négatif, et ils voient Satan comme celui qui va les libérer, parce que justement, il va les aider à devenir des dieux. Donc ça, c'est la promesse du diable. C'est comme ça que le diable tente. Donc il y a ça.
vous comprenez aussi pourquoi ils sont obsédés par la vie éternelle. Pourquoi il y a cette volonté, vous savez que tous les grands, les GAFA, Bill Gates, etc., Amazon, Google, mettent des sommes colossales dans la biotech, dans la quête de la vie éternelle. Et ça, ils se vendent de ça. Ils se vendent de chercher la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que c'est simple, je viens de vous donner l'explication. Et eux, ils pensent qu'il n'y a pas de vie après la mort, on n'a pas d'âme. Donc la seule vie qu'on a, c'est celle-ci. Donc c'est normal qu'on cherche à la faire durer le plus longtemps possible. Et aussi autre chose, c'est pourquoi il y a tous ces problèmes de pédocriminalité, de viol, etc. Parce que comme ils n'ont pas de morale, eux, ils considèrent qu'ils sont au-dessus du bien et du mal. Ils ne reconnaissent pas la moralité, ce qu'on appelle la loi naturelle. Ils n'ont plus de limite. Il n'y a pas de limite. C'est ce que dit Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Il fait dire ça à un de ses personnages. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et ça, c'est leur doctrine. Tout est permis. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et donc, eux ont conscience de ça. Eux ont conscience de cette dimension spirituelle. C'est très clair quand vous lisez leurs textes et leurs écrits. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler quand même quelque chose qui aurait peut-être dû vous interpeller. Rappelez-vous ce que dit Emmanuel Macron le 14 avril 2020. Vous vous souvenez dans cette interview avec le Financial Times ? La bête de l'événement est là et elle arrive. La bête de l'événement est là et elle arrive. Et quand vous regardez d'ailleurs, je vous invite à regarder attentivement tout ce qui est la décoration de l'Élysée depuis qu'Emmanuel Macron est président, que ce soit les tapis, les tapisseries, etc., c'est y compris sa photo de présidence, sa photo officielle, c'est truffé de symboliques ésotériques qui sont transparentes pour les gens qui sont un peu initiés à ces sujets. Il multiplie d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez de sa photo quand il est devant la pyramide, quand il est au Louvre. La pyramide, c'est pas un hasard. En plus, il met les bras comme ça, donc ça fait vraiment l'équerre et le compas maçonnique. Je veux dire, c'est assez clair. Et vous avez d'ailleurs, au passage, il faut savoir que tout Paris, dans les années 80, sous Mitterrand, a fait l'objet d'une symbolique occulte qui va des colonnes de Buren à la pyramide du Louvre, l'obélisque de la Concorde, donc ça, c'est pas Mitterrand, jusqu'à l'Arche de la Défense. Et tout ça est une symbolique ésotérique qui est très claire pour les initiés. Il y a un très bon livre qui est difficile à trouver aujourd'hui qui s'appelle François Mitterrand, grand architecte de l'univers. Et vous voyez toute la symbolique qui est présente à travers ça. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai travaillé un peu sur ces sujets. Par exemple, vous vous rendez compte que l'Arche de la Défense, un des actionnaires majoritaires, c'était Robert Maxwell. Robert Maxwell, c'est le père de Ghislaine Maxwell, qui est l'associé d'Epstein. Donc en fait, je vous parlais tout à l'heure de faits et documents. Quand vous regardez ceux qui sont derrière tous les travaux du Paris ésotérique, ce sont tous les mondialistes qu'on retrouve aujourd'hui, notamment dans l'affaire Epstein. Donc le monde est petit quand même. Donc vous voyez tous ces sujets-là, et c'est assez incroyable de découvrir ça. Et donc en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quelque chose qui est transparent, mais qui n'est pas évident. Et le principe qui est derrière tout ça, je vous l'ai dit avec le récit de la Genèse, c'est un principe, et j'emploie le mot dans toute l'acception du terme, un projet littéralement satanique. Vraiment satanique. Et là, ce n'est pas ma grille de lecture de chrétiens et de catholiques, c'est de la théologie objective, c'est-à-dire que ce qu'ils font et ce qu'ils disent est objectivement ce que nous dit la Bible du diable. C'est-à-dire quand vous lisez tout ce qu'on sait du diable et tout l'enseignement chrétien sur le diable, c'est ce qu'ils font. Et je précise, je rappelle pour les gens qui ne seraient pas chrétiens, le diable, on a la culture populaire, le présente comme un type rigolo avec ses cornes et son petit juste au corps rouge et sa petite fourche. Le diable, c'est pas ça. Le diable, c'est le plus brillant des anges. C'est Lucifer, c'est le porteur de lumière. C'est l'ange qui a déchu, qui s'est révolté contre Dieu. Et c'est l'ange qui est le plus séduisant. Satan est très séduisant. Satan, il vous séduit. Il vous séduit parce qu'il vous dit ce que vous voulez entendre. Il s'appuie sur votre orgueil et il utilise votre orgueil pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et donc, et Satan, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, il va le prendre, il va le souiller et il va le pervertir. C'est ça, Satan. Et ça, il inverse tout. Il inverse tout, et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et je voudrais vous donner aussi deux caractéristiques pour reconnaître Satan, je dirais à coup sûr. Il y a deux choses. Satan, c'est la mort. On dit en théologie chrétienne, on dit Satan est homicide. Et pourquoi Satan veut tuer l'homme ? Parce que là encore, c'est ce que nous dit la Genèse, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Satan est jaloux de l'homme. Donc il veut le tuer. Il veut le tuer le plus d'hommes possible. Et vous voyez aujourd'hui, on est dans ça. On est dans la culture de la mort. On est dans la guerre, on est dans l'avortement dans la Constitution, on est dans l'euthanasie. La mort est partout. On a eu la mort avec le Covid, avec l'assassinat des gens avec les vaccins, avec le Rivotril dans les EHPAD, etc. Donc on est dans la culture de mort. Ça, c'est très important de le comprendre.
Et on est aussi dans le mensonge. On est dans le mensonge. Le diable, c'est le mensonge. Et je voudrais vous citer, parce que je trouve que tout est dit là-dedans, ce passage de l'évangile de Saint Jean, donc ça c'est le Christ qui parle, qui dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Vous voyez, quand Vladimir Poutine dit « l'Occident est l'empire du mensonge », là encore, il sait ce qu'il dit. Et quand il dit, en 2022, au Forum de Valdai, septembre 2022, il dit « ce qui a pris le contrôle en Occident, c'est une religion inversée du satanisme pur et simple », là encore, il sait ce qu'il dit. Il sait de quoi il parle quand il parle de tout ça. Et donc ça, c'est très important de le comprendre et de ne pas, je dirais, de ne pas éviter cet aspect. Et là encore, je le redis, même si vous n'êtes pas croyant, ce qui est important, c'est que vous devez comprendre votre ennemi. Vous savez, c'est ce que dit Sun Tzu, c'est qui se connaît lui-même et qui connaît son ennemi, en sans bataille ne sera jamais vaincu. Vous devez comprendre que eux pensent comme ça. C'est-à-dire que peu importe vos croyances, ce sont leurs croyances. Et vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a dans leur projet et vers quoi tend leur projet si vous ne comprenez pas cette vision religieuse qui est omniprésente dans ce qu'ils font et la symbolique religieuse qu'ils mettent absolument partout dans tout ce qu'ils font et qui est facilement visible pour les initiés. C'est-à-dire qu'eux communiquent et ils se parlent entre eux à travers une symbolique. Vous verrez, dans le volume 3 de mes essais, il y a tout un essai justement sur les symboles. Et j'ai mis des images pour justement vous aider à décrypter la symbolique qu'ils utilisent. Donc ça, c'est très important de le comprendre et d'être armé face à ça, parce que si vous n'avez pas cette dimension-là, vous passez à côté d'une dimension vraiment très importante de ce combat. Et là encore, indépendamment de vos croyances. Je veux dire, à la limite, la seule chose que vous avez quand vous êtes un chrétien, c'est que vous avez la grille de lecture. C'est-à-dire, ça vous saute aux yeux tout de suite, quoi. Je veux dire, quand vous entendez parler de la bête de l'événement, quand vous voyez l'emploi de tel symbole, de quel mot, etc., vous dites, ah ouais, là, il y a un truc qui se passe, qui est assez clair. Mais l'important, c'est que vous ayez cette grille de lecture. Là encore, je vous dis ce qu'il y a d'important dans cette conférence, c'est que vous ayez les éléments pour déchiffrer. Et donc, je terminerai cette partie sur quelque chose de très important qui est sur la question spirituelle, qui est le fondement de ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que le mondialisme est un projet donc religieux, je l'ai dit, mais plus spécifiquement, c'est un projet anti-chrétien. Quand vous travaillez là-dessus, vous voyez que la volonté forcenée du mondialisme, c'est de détruire la civilisation chrétienne. Et il s'y attaque vraiment par tous les bouts. Et moi, je vous donne vraiment c'est le fond, le cœur de ma pensée. C'est que là, on parlait la dernière fois de retrouver la France. Si nous n'avons pas le retour de la France chrétienne, nous aurons la disparition de la France. Et si nous n'avons pas ce retour du christianisme, nous aurons le retour de l'esclavage, et ça, on y est presque. On aura le retour des sacrifices humains à grande échelle, et ça, nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'avortement, qui devait être une exception quand la loi a été votée, aujourd'hui, c'est entre 200 et 250 000 avortements par an. Quand vous faites depuis 1975, ça fait 10 millions de Français que l'avortement soit perçu comme une opposition qui émane uniquement des catholiques. C'est-à-dire que oui, les chrétiens sont opposés à ça, enfin les chrétiens et les catholiques sont opposés à ça, mais pour moi, ce n'est pas un sujet chrétien. C'est-à-dire qu'une société qui tue 250 000 enfants par an, c'est un vrai problème qui devrait concerner tout le monde et pas juste les chrétiens ou les catholiques. Donc pour terminer ma conférence, je pense que vous aurez compris, comme disait Vladimir Poutine quand il s'entretenait avec Xi Jinping, quand il y a eu cette visite d'État l'année dernière, nous sommes en train de vivre des changements tels qu'ils n'en arrivent qu'une fois par siècle. Ça, c'est vrai. Et ça, je pense que vous en avez tous conscience ici, en tout cas à différents degrés. Vous sentez qu'on est en train de vivre un tournant, qu'il y a des choses absolument colossales qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que vous avez tous conscience que les choses vont être très compliquées pour l'Occident. Il y a cette guerre, justement, dont j'essaie de vous dépeindre les contours, cette guerre contre le mondialisme qui est en train de bouleverser le monde et qui va nous impacter. Parce que nous, il faut bien comprendre que l'Occident, et plus spécifiquement la France avec l'Angleterre, nous sommes le bastion de ce totalitarisme mondialiste. Nous sommes parmi les pays qui ont été le plus soumis à son influence. Et donc, la chute du mondialisme qui va se produire, qui est déjà en cours d'ailleurs, avec notamment la fin du dollar,
va avoir une conséquence directe pour nous. Alors il va y avoir notamment l'effondrement économique. Je pense que vous avez tous conscience que nous sommes en fait dans une société où la richesse est essentiellement fictive, c'est-à-dire que nous avons détruit toutes les activités productives. On a encore quelques activités de pointe en France, mais la grosse partie est partie à l'étranger, dans les pays de l'Est, en Chine, etc. Donc on est dans la richesse, on est dans une société de services et de flux financiers. Donc ça, tôt ou tard, ça va s'arrêter. Je veux dire, la petite musique des chaises musicales va s'arrêter. Et là, comme disait Warren Buffett, c'est quand la marée se retire qu'on voit ceux qui nageaient tout nus. Et nous, je peux vous dire qu'on est en train de nager tout nus, et ça va faire très mal. Je veux dire, si on est dans des scénarios sérieux de ce qui s'est passé à la fin de l'Union soviétique, où les gens ont vu leur niveau de vie divisé par 2, quoi. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. On est dans un effondrement aussi spirituel. Je pense que vous avez vu avec ce que j'ai évoqué, l'euthanasie, l'avortement. Il faut voir aussi qu'à chaque fois, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme l'avortement, là ça va être l'euthanasie, on va vous dire mais oui, mais c'est que pour les gens qui souffrent beaucoup, qui ont des maladies incurables, et puis dans 5 ans, ça sera pour les gens qui sont dépressifs, et puis dans 5 ans, ça sera pour en fait les retraités qui peuvent pas payer leur retraite, quoi. Et ça, par exemple, on le voit déjà au Canada. Au Canada, je vais vous donner un exemple. Il y avait une dame, c'est une anecdote, hein, mais elle est parlante, une dame qui était une ancienne de l'armée, donc une vétéran. Elle souffrait de stress post-traumatique. Elle a dit, je voudrais qu'on m'aide à me prendre en charge, j'aurais besoin d'un suivi psychologique. Ben, le gouvernement lui a dit, ah ben non, désolé, on n'a plus de crédit pour le soutien psychologique, mais par contre, on peut vous aider à vous euthanasier. Et ça, on prend en charge le coût. Donc ça va venir en France. Hein. Ne soyez pas, je veux dire, c'est la stratégie des petits pas. Donc on est dans un effondrement spirituel, on est dans le retour du sacrifice humain. Je vous conseille de lire là-dessus Sylvain Durin ou René Girard. Donc ça, j'en parle dans mes livres, mais on est dans le retour vraiment du paganisme, du sacrifice, la fin du caractère sacré de la dignité humaine. C'est ça le fondement de l'affaire. C'est la fin de la dignité humaine et la fin je vous parlais tout à l'heure des droits inaliénables. On peut le prendre d'ailleurs des deux côtés, c'est ça qui peut rassembler les croyants et les non-croyants. Quand on est croyant, on dit qu'on a des droits inaliénables qu'on a reçus de Dieu. Le non-croyant peut parler de droits naturels, des choses de la nature, etc., qui sont présentes dans toutes les sociétés, qu'on retrouve partout, le droit à la dignité, à la liberté, le fait de ne pas être oppressé, etc. C'est le droit de mener une vie digne pour soi-même, pour sa famille. C'est des choses qui rassemblent tout le monde. Mais et pour finir, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le plus dur, ça va être l'effondrement mental. C'est-à-dire, je vous ai parlé des mensonges. Il y a des gens qui sont investis là-dedans, qui croient aux mensonges. Et eux vont découvrir qu'on leur a menti, qu'on leur a vendu des salades. Et eux, en fait, vont tomber de haut. Eux vont découvrir que tout ce dans quoi ils ont investi, en fait, c'est du pipeau de A à Z, qu'ils ont été manipulés de A à Z. Et ça, c'est dur. Ça, on le sait psychologiquement, c'est un vrai choc. D'ailleurs, je vais vous raconter ça, c'est une anecdote. J'ai une amie qui est psychologue qui me racontait qu'avec le Covid, elle a vu ce qui s'appelle un phénomène de décompensation. C'est-à-dire que c'est des pères de famille, des gens qui pètent un câble et qui tout d'un coup se mettent à avoir des conduites, ce qu'on appelle des conduites à risque. C'est-à-dire, ils ont 40 ans, ils sont stables, bonne situation. Tout d'un coup, ils vont sortir en boîte, ils vont prendre de la coke, ils vont aller coucher à droite, à gauche, etc. Et je disais, wow, elle me dit, mais oui, mais c'est un phénomène qui est bien connu des psychologues. C'est que, en fait, quand vous sentez qu'il y a un problème, que vous avez un conflit psychologique inconscient, mais vous n'êtes pas capable de mettre les mots dessus, d'aller mettre les mots sur le problème et de le rendre conscient. En fait, toute cette agressivité, toutes ces frustrations, en fait, elle va se retourner contre vous, elle va donner lieu à des comportements, des conduites à risque, etc. Et en fait, en gros, elle m'a dit pour rigoler, parce que c'est une résistante aussi, ils ne peuvent pas aller flinguer Macron, donc en fait, ils se foutent en l'air eux. Mais en fait, ils ne peuvent même pas déverser cette violence sur les pouvoirs publics, parce que rien que le fait d'accepter que l'État peut être dangereux pour eux et peut représenter un danger, en fait, c'est même pas acceptable. Psychologiquement, ils ne peuvent pas gérer ça. Que l'État leur ait menti, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils sont dans une situation, si vous voulez, de crise cognitive, et donc ça crée un problème. Et ça, je pense que plus les révélations vont avancer, plus la vérité, en fait, va être révélée, plus il y a des gens qui vont avoir ce choc. Plus il y a des gens qui vont être mal, et je pense que vous, qui m'avez, je ne sais pas dans quelle mesure je vous ai convaincu, ou dans quelle mesure vous étiez conscient de tout ça, mais vous avez un rôle absolument capital à jouer pour vos proches, parce que vous allez pouvoir aider peut-être certaines personnes à passer cette transition, les aider justement à dire, mais à les amener en fait vers ça, à sortir de cette crise par le haut.
C'est-à-dire de dire, bah oui, en fait, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais est-ce que tu penses qu'il y a peut-être ça? Et puis faire preuve de tact, parce que l'erreur à ne pas faire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand je parlais de la réinformation, c'est d'y aller un peu comme un bourrin et de dire ouais, c'est Clochefab, c'est les mondialistes, et puis regarde, c'est Tavistock et tout ça. Parce que là, les gens, ils sont, vous leur balancez des trucs, ils sont qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, c'est peut-être un peu ce que vous avez ressenti peut-être ce soir, parce que je vous ai vraiment mis un truc très dense, mais si vous voulez, c'est important d'aider les gens en fait, à raccrocher les wagons, et ils vont en avoir vraiment besoin. Vraiment, je veux dire, on doit avoir ça, et moi c'est pour ça que j'insiste aussi sur la dimension de la foi et de la croyance, parce que je pense sincèrement que vu les épreuves qui nous attendent, on va avoir besoin de l'aide de Dieu, vraiment. Il y a une, comment dire, un proverbe, les anglo-saxons disent, il n'y a pas d'athée dans une tranchée. Je veux dire, quand vous êtes à la guerre, que ça explose de partout, que vous avez votre copain qui a les boyaux à l'air, je veux dire, voilà, il y a une espèce de réflexe, vous dites, j'ai besoin d'une puissance surnaturelle pour m'aider, quoi. Tout seul, je ne vais pas m'en sortir. Et moi, je peux même vous donner ce témoignage personnel. Moi, mon travail, le travail que je fais sur le mondialisme, sur ces réseaux, toutes les horreurs que je vois au quotidien, tous ces mensonges et tout ça, m'a ramené à la foi. Je veux dire, parce qu'à un moment, il y a un espèce de mécanisme de survie et de protection qui se met en place. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui ont suivi le même chemin. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui font ce travail et qui vont au fond des choses, déjà, vous preniez conscience de la réalité du mal. Au minimum, vous prenez conscience qu'il y a des gens qui croient au diable, qui servent le diable, et que ces gens-là sont vos adversaires, et qu'eux, ils croient vraiment. Et en plus, vous voyez l'horreur du monde qu'ils ont mis en place pour nous. Et donc, si vous voulez, rien que ça, vous vous dites, moi j'ai besoin d'une aide surnaturelle. Donc, c'est ce que je pense. Et en plus, je pense que nous, on a de la chance parce qu'on est quand même un pays chrétien et qu'on peut s'appuyer justement sur ces vertus qui sont ce qu'on appelle dans le christianisme les vertus théologales. Et ces vertus théologales du christianisme, c'est la foi, c'est l'importance de la foi, la charité. Ça, c'est pour les gens qui nous sont proches. Et surtout, l'espérance. L'espérance, c'est ça qui va nous donner l'espoir, par exemple, de fonder une famille, de nous battre pour un monde meilleur, pour nous, pour nos enfants, pour nos proches. Et donc, et avec cette certitude que justement, on n'est pas seul, parce que justement, on a l'aide. Alors, le chrétien a l'aide du Christ, on sait qu'il est avec nous et qu'il a déjà gagné. Et on sait que le Christ, là, ça va être Pâques bientôt. N'oubliez jamais que le Christ a vaincu Satan sur la croix et que Satan a perdu. C'est fini, là, la partie, elle est finie pour lui. Il y a une très belle phrase d'un prêtre qui disait, d'un exorciste, qui disait Satan, il peut aboyer, mais c'est Dieu qui tient la laisse. Et c'est ça la vérité. Donc n'oubliez pas que quand vous êtes confronté au diable, il peut aboyer, mais en fait, c'est pas lui le boss. Il peut faire peur, mais c'est pas lui le chef. Et je terminerai sur cette phrase que je trouve magnifique et qui résume tout ce que je vous ai dit ce soir, qui est une tirée des évangiles. C'est « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par cette voie. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui l'empruntent. Donc ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez les peu nombreux qui prennent le chemin qui mène à la vie. Je vous remercie.